Question pour un champion. C'est ça. Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur ce live spécial chanson inédite. Alors, on va attendre tranquillement que vous arriviez. Je sais que Spoonie termine son live aussi de son côté tranquillement sur Insta. Donc, le temps que vous arriviez, on est déjà 9 qui arrivent. Bonjour à tous. Je suis super content de faire ce live ce soir parce que c'est un live auquel je réfléchissais depuis un moment. Comme vous le disiez, je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à dire. C'est un sujet, je pense, qui intéresse vraiment tout le monde parce qu'il y a beaucoup d'interrogations qui tournent autour des chansons inédites, où elles sont, pourquoi il y en a qui dorment encore, et c'est un peu tous les aspects qu'on va aller évoquer ce soir. Donc, on va faire une première partie justement où on va aller redéfinir un petit peu ce qu'est une chanson inédite, quel impact ça a. Vous aussi. Comment vous percevez les inédits? Est-ce que quand c'est sorti, c'est plus inédit, etc. Surtout aujourd'hui pour les titres posthumes. On fera une deuxième partie où évidemment on fera une discussion un peu plus chill sur les morceaux qui nous ont le plus marqué, sur les démos qui nous ont emballés, surtout des dernières qui sont sorties qui étaient très lourdes. Et en fin de soirée, on regardera un peu plus l'aspect juridique, l'aspect légal de comment on peut faire pour que les choses sortent, qu'est-ce qui peut bloquer, etc., etc. Même si on a déjà une vague idée du sujet parce qu'on a des succès, un estate qui a un amour de son artiste absolument incommensurable. Bref, donc pour ce live, je suis hyper content d'accueillir, comme d'habitude, mon ami Richard Lecoq. Salut Richard. Salut à tous, merci Greg de m'accueillir une nouvelle fois. Salut à tous, et puis je vais en profiter très rapidement. Je vais adresser un bonsoir amical et pacifique à Billy Cassé qui devait être là, mais du coup, je suis là. Je sais c'était un peu compliqué entre lui et moi ces derniers temps, mais je sais que ta chaîne est très dans la paix et le partage, donc j'en profite pour lui dire bonsoir, et si un jour il veut prendre un café pour discuter, avec plaisir. Et bonsoir à tous. Génial. Merci, mon Richard. Alors, on accueille aussi Jessie qui était déjà montée sur un live quand on avait parlé des biopics. Salut, Jessie. Oui, exact. Bonsoir à tous. Bonsoir Richard. Bonsoir Michael, en haut, là. Parce que moi, il est en haut. Je ne dis pas le mot. Greg, bonsoir. Merci aussi de m'inviter ce soir, de pouvoir échanger avec de vrais spécialistes. Avec grand plaisir. Je sais que des fois, tu as eu une hargne sur le chat pour poser des idées sur des choses qui ont fait débat. Ouais. Ah ouais, mon mot était frustration. Je me rappellerai longtemps. Non, mais du coup, je suis super content de t'accueillir ce soir sur le live. Donc, merci à toi d'être là. Et enfin, j'accueille pour la première fois Mickey. Je te laisserai choisir ton petit nom, Mickey. Bienvenue à toi. Donc, Mickey, que j'ai rencontré par le biais de Richard il y a peu. On a échangé un peu sur Insta et je suis très content de t'accueillir ce soir. Comment tu vas, mon Mickey? Merci, ça va bien. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Greg, pour l'invite. Et puis, merci, Richard, pour avoir fait le lien. Voilà, c'est cool. Je suis content d'être là avec vous. Cool. Nous aussi, on est super contents. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, vous arrivez un petit peu tous. Je vous lis un peu le chat. Il y a Jean-Philippe qui nous rejoint. Salut Jean-Philippe. Il y a mon Stéphane qui nous a rejoint. Coucou mon Stéphane. Brian Jackson qui nous dit bonsoir, je suis nouveau. Bienvenue Brian. On a Xavier. Xavier, bienvenue à toi. Merci beaucoup d'être présent. Xavier qui laisse beaucoup de commentaires sur les vidéos, très constructifs et j'adore le lire. Et on a Really Bad Me. Bonsoir tout le monde. Très belle chaîne. Merci beaucoup à toi pour ce joli compliment. Alors, écoutez, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Et j'ai envie de me tourner tout de suite vers toi, Richard, parce que je pense que tu seras le mieux placé pour nous définir un petit peu ces notions, des fois ces mots qui sont un peu comment dirais-je, un peu abstraits. La définition d'un inédit, c'est quoi la différence entre un inédit, un outtake, une démo? Qu'est-ce qui va caractériser un petit peu tous ces mots-là? Très bonne question, qui amène donc une réponse sur laquelle on doit être quand même avec pas mal de nuances aussi, je pense. Un inédit, techniquement, c'est une composition, une chanson qui n'a jamais été diffusée officiellement, en tout cas sur un support, voilà,
que l'artiste a approuvé ou qui est sorti par le label de l'artiste. Et donc, ça peut être, alors après, le mot inédit, je dirais pas qu'il est un petit peu galvaudé ces derniers temps, mais on a un petit peu sorti le mot inédit sous le marketing, que ce soit pour la musique ou pour la vidéo, sur pas mal de choses. Donc, quand on dit inédit, ça veut dire jamais vu, ou en tout cas, pour le coup, là, en musique, j'ai jamais entendu avant. Donc, qui dit jamais entendu, dit jamais entendu sur une sortie d'édite officielle, quoi. En tout cas, voilà, qui a pour mission d'être diffusé auprès du grand public. Après, en inédit, effectivement, tu l'as souligné, il y a les démos, les hot takes, il y a plein de choses. Alors, il y a des démos qui, effectivement, sont des enregistrements inédits, parce que, par exemple, ce sont des démos de chansons que l'on connaît, mais la démo en elle-même, on ne la connaissait pas. Donc, on peut citer plein de cas de démos qu'on a découverts avec les années, comme Billie Jean, Don't Stop Till You Get Enough ou autres, qui sont sur les supports officiels, qui sont effectivement des versions de travail de morceaux qu'on a bien sûr connus après, mais qui, au moment de leur sortie, bon, voilà, étaient inédites, quoi. Et donc, la règle, c'est que chaque morceau qui est sorti officiellement a une démo de toute façon. Donc, techniquement, il y a une démo de tous les morceaux normalement. Donc, j'ai du mal à imaginer un morceau qui était arrivé en finalisé d'un coup sur la table de mixage en studio. Après, il y a ce qu'on appelle les outtakes. Ça, c'est encore autre chose parce qu'effectivement, ce sont des morceaux entièrement finalisés. Alors, il y a plusieurs choses aussi dans les outtakes. Il y a des versions alternatives de morceaux que l'on connaît. Bon, je ne vais pas vous refaire l'histoire des plus de 90 mix de Billie Jean pour finalement ne garder que le mix 2 ou quelque chose comme ça. Donc, chaque morceau peut avoir différentes variantes. Si vous vous rappelez du coffret Visionary, la seule chose qui était intéressante, c'était une version un petit peu différente de Number of the Time sur la version audio, qui avait 2-3 arrangements qu'on n'avait pas sur la version album, ni sur aucun des CD singles. Donc ça, c'est de l'outtake, enfin on va dire, il y a la version alternate, et après les outtakes, des fois, ce sont des morceaux complètement aboutis, complètement inédits, enfin des compositions à part, mais qui ne sont jamais sortis sur un album, ou sur une compilation, ou sur un support officiel, ou sur quelque chose comme ça, et qui, effectivement, sont des morceaux qui auraient pu sortir, qui ne sont pas, après, il y a plein de raisons, c'est là que c'est intéressant, après, je pense qu'on en parlera, mais qui sont des morceaux qui sont arrivés à maturité au studio, en tout cas, ont été aboutis, quoi. Et j'ai vu un commentaire où on parlait de unreleased. C'est vrai que unreleased, ça veut tout dire. En anglais, release, ça veut dire sortir, enfin publier. Donc, quand on dit unreleased, ça veut dire, entre guillemets, on pourrait dire non publié ou non édité à ce jour. Donc, c'est ça, en fait, c'est tout ce qui est non édité. Alors après, on va pas se mentir, dans la galaxie immense des inédits, il y a un marché parallèle, comme pour tout artiste. Je pense que Prince est une énorme référence là-dessus, tout ce qui est bootleg, tout ce qui est sorti d'inédits sous le manteau ou autre. Donc, effectivement, même s'il y a ce canal officiel sur lequel les morceaux sont reconnus comme étant sortis, publiés, on a entendu depuis des années des morceaux inédits qui, certains, se sont retrouvés sur des supports officiels. Je pense à Monkey Business, des Dangerous Sessions qu'on a retrouvés sur Ultimate Collection, mais aussi des morceaux qui sont sortis en pirate, donc inédits, mais sortis sur le marché pirate, comme If You Don't Love Me ou Serious Effect, mais qui ne sont toujours pas sortis en support officiel. Donc, techniquement, en termes de marketing, ils sont encore inédits, mais nous, on les connaît déjà. Donc, je pense que ce terme, il sera très différent en termes d'interprétation, selon si on est du côté du fan ou du grand public qui, lui… Exactement, ouais, c'est ce que j'allais dire, moi. Le mot inédit, je trouve le marketing, je trouve qu'il joue un peu avec ça, en disant c'est un inédit, oui, pour le grand public, mais pour nous qui connaissons quand même pas mal l'artiste, pour nous, on l'a déjà entendu ou on a très peu de supports, on va jouer avec certains supports éventuellement, mais pas plus. Un dernier point là-dessus, juste pour Thriller 40, quand ils ont annoncé le tracklist à Sony, les States, ils ont dit tout ce qu'on va vous mettre, c'est que de l'inédit. Bon, en fait, c'était d'autant plus un mensonge qu'il y avait Carousel, il y avait God the Hots. Et quand moi j'avais dit ça à Sony, j'ai dit, ils se foutent encore de votre gueule. J'ai en plus sorti chez vous, il n'y a même pas 10 ans ou 15 ans. Alors évidemment, les gens qui étaient en place n'étaient pas là à l'époque, beaucoup d'entre eux. Ils disaient, ah bon et tout? Je dis, bah oui, regarde, Ultimate Collection, machin, Thriller 25. J'ai pensé exactement ce que tu as dit là, Ultimate Collection. J'ai pensé à ça direct dans ma tête. Ouais. Donc en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, finalement, je pense que le terme inédit a été vraiment utilisé à des fins marketing, des fois un petit peu douteuses. Bon, après, c'est mon avis.
Ouais, non, mais Bah, je te en rejoins, fait, moi. moi, où je te rejoins, Richard, sur ce que tu dis, c'est que j'ai l'impression que l'inédit maintenant a trois définitions. Il y a la définition donc du fan, c'est-à-dire le titre qu'on a littéralement jamais écouté, que ce soit donc comme tu dis au travers des fuites. Et quand je parle parce que la plupart des chansons qui ont fuité sur le net, ça peut être à travers des vols d'ordinateurs, dont Brad Sundberg a été victime il y a un peu plus d'un an. Ça peut être donc des CD piratés qui ont été commercialisés et diffusés sur le net. Ensuite, il y a la définition de Sony de l'inédit. Alors pour eux, c'est inédit, c'est juste qu'il n'a pas été édité sur l'album en sortie. Donc ça rejoint ce que tu disais, c'est que sur Thriller 40, finalement, on a eu des morceaux qui étaient qui ont déjà été édités, donc qui n'avaient plus ce statut d'inédit. Mais qui étaient tout simplement des bonus de l'époque. Je pense à Can't Get Out of the Rain, qui était déjà sorti sur le 45 tours de The Girl Is Mine. Je pense à Carousel, qui était déjà sorti en 2001 sur l'édition de Thriller, et Sunset Driver, donc que vous avez tous les deux évoqué sur The Ultimate Collection. Mais c'est vrai que du coup, cette notion d'inédit, elle a plusieurs lectures. Et je ne sais pas si vous, ça vous fait ça, mais parce que moi, comme je vous le disais, c'est que j'ai été fan en 2001. Donc, par exemple, Bad, ça a été Bad. La première édition que j'ai écoutée de Bad, c'était l'édition de 2001. Donc, à l'époque où j'ai écouté Streetwalker et Fly Away, je l'ai pas du tout vécu comme des titres inédits. Pour moi, c'était des titres qui étaient dans la continuité de Bad, et c'est en apprenant l'œuvre que j'ai compris que ça avait été des bonus de 2001. Et ensuite, quand The Ultimate Collection est arrivé, je pense que c'est vraiment le premier box où j'ai vécu la sensation de chansons inédites. Mais tu vois, un Sunset Driver, moi, je t'en parle encore comme un inédit. Tu vois, quand j'en parle aux gens autour de moi qui sont pas forcément fans de Michael, je vais encore le mentionner comme inédit parce que, a priori, je dis bien a priori, c'est une chanson que peu de gens vont connaître. Donc, je trouve qu'il y a effectivement cette lecture qui est très intéressante. Et enfin, il y a la troisième lecture que je voulais évoquer, c'est la fameuse lecture du public, donc des non-fans qui vont entendre un truc et parce que nous, on va être très friands, même si une démo, enfin là, je parle pour moi, mais même si une démo est pas forcément dans un état nickel, je vais prendre un plaisir incroyable. Par exemple, un Throwing Your Life Away. Enfin, c'est pas une qualité tip top, mais je vais écouter ça, je vais prendre un kiff monumental à l'entendre. Et c'est pour ça que cette notion d'inédit, il y a une ambiguïté qui s'est créée justement avec Sony, et Sony se sert énormément de cette ambiguïté-là par rapport à la définition de ce qui est littéralement un morceau inédit. Et du coup, aujourd'hui, il y a beaucoup d'interrogations sur pourquoi des choses sortent et d'autres ne sortent pas. Ouais, vas-y. Mais non, mais je te rejoins sur ça. J'ai l'impression que ce mot-là est fait. On a l'impression qu'on vise que maintenant que le grand public. Plus on veut plus viser les fans ou leur faire plaisir. Donc on va prendre ce mot inédit pour vraiment attirer le grand public. Voilà. Ça, c'est bon. Ouais, je pensais qu'il y a une zone floue entre inédit et rare. Parce que finalement, on parlait de morceaux comme Sunset Driver ou autre. Bon, on peut pas se leurrer, c'est des morceaux qui sont rares en termes de diffusion. Ultimate Collection en France, en 2004, quand ça sort, ça se vend à 20 000 exemplaires. Donc ouais, et puis avant, tu n'avais pas YouTube. Je veux dire, l'accès à l'inédit était plus compliqué que maintenant. C'est pas un morceau qui a été en plus en promo, machin. Bon. C'est vrai. Même Cheater, même si Cheater, on a eu des beaux pressages promo. Cheater, tu sors dans la rue, tu parles aux gens de Michael Jackson, tu dis ouais, je trouve que ça s'appelle Cheater. Ils vont dire ouais, de quoi tu parles. Donc, en fait, ce sont des morceaux qui sont comptés rares dans leur diffusion. Donc, ça peut être marketé comme de l'inédit par une maison de disques qui est un petit peu en mal de machin. Mais je vais être un petit peu cynique pour ce point-là. Quand Thriller 25 est sorti et qu'ils ont mis des bonus avec les remixes de Fergie et compagnie, ils ont dit et version inédite. En fait, voilà, encore une fois, comme le mot inédit aussi, il est mal placé, quoi. On aurait pu se passer de Beat It par Fergie, on va pas revenir là-dessus. Mais bon, ça n'empêche que le contenu de Thriller 25 a permis à Michael de revenir un peu en radio avec le morceau avec Akon. Mais par contre, l'inédit qu'on a eu dessus, c'est For All Time, qui était finalement des sessions Dangerous, mais qui était inédit du prisme de Sony pour le grand public. Et nous, For All Time, on avait déjà connu la version de la chanson en pirate depuis longtemps. Je pense que c'est un truc, c'est quelque chose de purement commercial aujourd'hui, en fait. C'est quelque chose pour attirer le client, en fait, plus souvent le fan que le non-fan, parce que
la qualité des inédits. Je vous rappelle quand même que sur l'album Michael, qui est un album estampillé Michael Jackson, qui fait partie de la discographie officielle de Michael Jackson, et ils ont quand même réussi à foutre 3 chansons où c'est pas lui qui chante dessus, quoi. Je veux dire... Mais c'est intéressant que tu évoques cet album parce que c'est pareil. Maintenant, il y a une espèce. Alors, je vais pas parler des morceaux où Michael chante pas, mais il y a une espèce de contrefaçon avec le terme inédit aussi. Parce que tu vois, quand la promo de Michael se faisait, on annonçait 10 titres inédits. Et quand tu vois la playlist, tu vois The Way You Love Me, qu'on avait déjà eu sur The Ultimate Collection. Et moi, je suis convaincu que The Way You Love Me, ils l'ont mis exprès sur Michael parce qu'ils avaient cet extrait téléphonique de Michael qui le chante en beatbox et qui se sont dit, tiens, on va le foutre. Comme ça, on vous montre que c'est bien Michael qui chante sur les trucs. Je l'ai toujours vécu comme ça, tu vois, The Way You Love Me. Ouais. Je trouve que la notion d'inédit, c'est quelque chose de vaste et compliqué, quoi. Où est la démo, où est vraiment le titre inédit? Hot Street, c'est un inédit, c'est une démo. Oui, Vadinov, c'est un morceau qui est plus abouti, plus fini, c'est un vrai inédit, c'est compliqué à définir, quoi. En fait, je pense que ça peut être défini en fait que pour chaque personne en fait. Quelqu'un du grand public qui va le prendre d'une certaine manière, le mot inédit, et quelqu'un qui est un connaisseur plutôt avéré ou moyennement en tout cas, lui il va le prendre d'une certaine manière. Donc quand il va avoir le produit devant lui, il va le prendre d'une certaine manière. Moi je sais pas si mettons nous quatre, on va nous dire inédit, on va nous balancer comme tout à l'heure Richard disait ou Greg, je sais plus, Carousel, on va rigoler. Par contre, quelqu'un qui connaît pas grand chose de Michael, il va dire oh putain c'est quoi ça? Il connaissait que les gros tubes de Michael, il va dire oh mais c'est génial. Ouais voilà. Donc moi je pense que chaque personne va le prendre d'une certaine manière en tout cas. Et plus les décennies vont avancer, plus ça va être compliqué en plus. Mais Carousel, c'est très intéressant parce que c'est un morceau. Au début, ils nous ont lâché 1 minute 40. On a entendu que sur la compil King of Pop italienne, les Italiens fassent le forcing pour avoir une version plus longue de 3,40. 3,40, je ne sais plus combien. Parce qu'en fait, il y a le pont instru au milieu qui est plus court que la version pirate qu'on connaît, qui a fini par leaker en très bonne qualité fin année 2000, je crois. Et alors, Carousel, le summum du summum, c'est que sur la 40, ils nous ont sorti en qualité de son dégradée, quoi. C'est-à-dire que le son de Carousel que vous avez sur le CD sur la 40 est moins bon que les CD de 2008, parce que ils l'ont sorti sur la compil King of Pop italienne, et après, nous, en France, on avait réussi à la foutre sur la compil française King of Pop sur la version 3 CD. Donc, et à l'époque, c'était Al Cagliari qui faisait des mastering, donc il avait fait attention au truc. Mais c'est dingue de voir que, en fait, ce morceau a été un petit peu, il a vécu comme ça sur différents supports, il a une vie un peu bizarre. Mais je reprends sur Ultimate Collection, vous avez un inédit finalisé comme Monkey Business, puis vous avez une démo comme In the Back, on voit bien que le morceau il est work in progress, il n'est pas finalisé. Moi, j'aime beaucoup ce morceau-là. Mais voilà, c'est aussi techniquement de l'inédit. Et là, on a un peu les deux cas. On a vraiment la démo inédite, la démo d'un morceau inédit, et puis un morceau purement inédit, abouti, qui devait au départ d'ailleurs figurer sur Dangerous, avant sur Decade, puis après sur Dangerous, et qui enfin a pu aboutir à une sortie qui, malgré tout, je pense, reste confidentielle, parce qu'aujourd'hui, le coffret Ultimate, on ne le trouve plus. Il est plus diffusé, ce coffret, en fait. Non, tu vas le trouver sur. Non, c'est clair. C'est clair qu'en termes de magasin, oui, mais ce sera que sur du eBay, des personnes qui revendront des objets. Sortent sur une compile ou sur un truc de Dangerous pour une machin, ils disent ouais, morceau inédit, et on va retrouver Monkey Business. Je pense que le fait que certains morceaux soient peu diffusés comme ça, c'est comme si ça leur laissait un peu une cartouche de dire bon, on peut le ressortir en disant que c'est inédit, allez, ça passera, quoi. Bon, en fait, nous, on ne sait pas du tout. Mais après, c'est ça qui est chiant. Oui, mais on est combien à pas être dupes? C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui on a l'impression qu'on vise tellement le grand public, il y a tellement de l'argent à se faire sur le grand public que sur nous. Nous, on est les vaches à lait. Voilà, nous on est les vaches à lait, on est les box qui coûtent la peau des fesses, les figurines, les conneries, voilà. Nous on est visés par ça, mais le grand public, un CD à 15 € avec des babioles qu'on connaît déjà. Enfin, désolé pour les mots, mais si c'est vendu par millions d'exemplaires, c'est plus rentable de viser le grand public. C'est malheureux, mais j'ai l'impression que et plus les années vont passer, plus ça va être ça va être horrible. Comme dit mon père, c'est des plats réchauffés. Moi, au-delà des problèmes de droit d'édition qu'on va pouvoir évoquer en dernière partie de live,
pour revenir sur Carousel, qui est un bon exemple, Carousel a pas été choisi dans la tracklist finale de Thriller quasiment à la dernière minute parce que ils ont privilégié Human Nature. Et Carousel, on est typiquement dans l'inédit finalisé parce que je vais rejoindre un peu, je sais pas si vous l'avez vu, vous le chat et vous les garçons, il y a Davy qui a sorti une vidéo sur sa chaîne Salut les fans là sur comment Michael construisait ses chansons et j'ai trouvé sa vidéo vraiment top et ça, en plus, je trouvais que ça faisait écho justement par rapport au sujet qu'on allait aborder ce soir parce que il exprimait quelque chose de très vrai, c'est que il pouvait y avoir tout processus créatif dans les inédits de Michael. Ça pouvait être de la simple démo comme People of the World ou comme tu as évoqué Richard, In the Back qui est juste fredonné, ou tu as même le dernier couplet de Hollywood Tonight sur la démo d'origine où tu vois que c'est pas du tout finalisé, jusqu'à le morceau totalement terminé, comme Streetwalker qui avait été écarté pour laisser place à Another Part of Me. Et la notion des maisons de disques, effectivement, bon, je vais un peu me répéter par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on va parler d'inédits, j'ai le sentiment qu'ils vont privilégier les morceaux finalisés. Et comme vous dites, du coup, ils ne cherchent même pas à savoir si c'est sorti dans d'autres compiles. Peut-être qu'ils ont, tu sais, une espèce de tracklist de tous les albums de Michael, enfin des 7 albums, sans prendre en compte le reste. Et bientôt, il y en a un qui sera capable de dire One More Chance, titre inédit, quoi. Alors que One More Chance, c'est un titre officiel du Best of Number One. C'est inquiétant, j'ai l'impression que les gars qui gèrent ça, ils ont même pas la connaissance vraiment parfaite de leur artiste, quoi. Sorti, ce qui n'est pas sorti. Les versions. Tu as raison, c'est tout à fait ça. Il n'y a pas ou il n'y a plus de connaissance parce que les gens qui connaissaient sont partis. Et ceux qui arrivent, des fois, c'est des gamins qui arrivent dans les maisons de disques et tout, qui découvrent le truc. Après, je ne dis pas qu'ils ne sont pas de mauvaise volonté, mais quand ils ne savent pas. Moi, je me rappelle, c'était encore une fois, sur la King of Pop, la compagnie française, le chef de projet, et il m'avait appelé en disant « Ouais, c'est super, j'ai trouvé une version de 7 minutes de Post Criminal Extended the Mix. C'est inédit, on va la mettre. » Je lui ai fait « Écoute, c'est là, mais là, il n'y a rien, c'est absolument pas inédit, c'est juste la version du maxi de l'époque, quoi. » Et là, il lance sur la ligne, il fait « Ah ouais, bon, ok. » Non, mais j'étais après, c'est très bien. En plus, l'Angleterre l'a fait. Donc, sur l'Angleterre, ils avaient fait un espèce de CD avec pas mal de remix dessus. C'était la sélection de fans. Il y a aussi un problème de mémoire et d'entretien de la mémoire dans le maison de disques, mais qui se pose sur ça, qui se pose sur la conservation de leurs masters, de la conservation de leurs sources. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé avec Universal en 2000, je crois que c'est en 2008, où il y avait un incendie immense où plein de bandes masters ont été brûlées et tout. Enfin, donc, il y a un vrai souci de mémoire et d'entretien de la mémoire et du traçage des choses. Donc, c'est pour ça que des fois, on arrive sur des aberrations marketing comme ça, dont on parle depuis tout à l'heure, qui fait qu'on nous galvaude le terme inédit un peu par-ci par-là. Mais bon, la première version de Xscape qui avait leaké, ça doit être autour de 2003. C'était une version que personnellement j'avais adorée. Et quand elle est sortie finalement officiellement sur un album là j'ai oublié l'année, c'était pas du tout la même version et j'avais trouvé ça vachement moins bien. Et du coup la version de 2003 qui avait leaké à l'époque, elle est jamais sortie officiellement nulle part, quoi. Donc je sais pas, il y a des trucs mais je comprends pas le travail qui est fait. Mais je pense parce que comme tu l'as évoqué tout à l'heure, Mickey, c'est que tout simplement ils n'ont même pas connaissance de l'existence de ça. C'est-à-dire que ils vont entendre une démo Xscape, ils vont même pas savoir qu'il y a une version peut-être plus aboutie. Alors des fois, ça peut être sur du détail, mais ça fait aussi la différence quand tu vas écouter un morceau. Mais c'est vrai que moi, je pense que au-delà du retraçage de mémoire, je pense qu'il y a un vrai laxisme aussi, qu'on prend pas le temps de prendre un vrai listing de tout ce qui est sorti, d'éplucher un petit peu les tracklists, surtout les best-of, parce que en fait, j'essaie d'imaginer, tu sais, une session de travail quand ils vont se dire, tiens, on va sélectionner des inédits pour un nouveau best-of. C'est pas les albums que tu dois regarder, c'est tous les coffrets qui sont sortis que tu dois regarder pour t'assurer de ce qui est sorti, de ce qui est pas sorti. Et moi, je pense littéralement que au-delà du manque de connaissances, il y a un vrai laxisme. Et tu le disais très justement, Jesse, c'est que comme ils se disent bon, les fans de toute façon, ils vont râler en disant que c'est pas inédit, mais le grand public. Tu sais, ça me rappelle ce fameux sketch des inconnus, ne prenons pas les gens pour des cons, mais n'oublions pas qu'ils le sont, quoi. Et c'est littéralement ce que tu vis par rapport à cet état-là. Excuse-moi, mais vas-y, je t'en prie.
Mais on a l'impression qu'ils sont fatigués. Moi, je me dis, au bout d'un moment, si tu es fatigué de chercher, ou je sais pas, entoure-toi de consultants, de gens qui sont calés, qui sont là depuis enfin, qui sont vraiment calés dans le domaine. Prends des Hector, prends des Richard, prends des David, salut les fans, prends des gens vraiment des pointures, et tu les prends en consultant, et comme ça, de temps en temps, des gens terre à terre qui diront, bah, les fans, eux, ils attendent un petit peu ça. Donc, mettons un peu tout le monde content, prenons un peu de ça, apprenons un peu de ça. Bon, les fans, assez calés, ils diront oui, c'est bon, mais on a quand même ça. Essayons de rendre tout le monde un peu content. Non, on dirait qu'ils se. De faire un truc cohérent, propre, carré, sans erreur, je sais pas, ça me semble pas. Non, mais qu'est-ce que ça coûte de s'entourer de gens des consultants, qu'est-ce que ça coûte de prendre des gens un peu terre à terre, qui ont les pieds sur terre, qui sont pas déconnectés de la réalité, et au moins tout le monde est content. Mais on dirait que, je sais pas, ça. On dirait qu'ils sont fatigués. Beaucoup seraient ravis de le faire. Hein. Pour là-dessus, sur deux choses. La première chose, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Mickey sur Escape. Alors, Escape, c'est un cas très intéressant parce que la version qu'on a récupérée sur le CD officiel de 2014 sorti de l'album Escape, effectivement, le son, il est pas super péchu, machin. On a même l'impression que le mastering, finalement, il est assez gentil. Mais ce qui est bizarre, c'est que René Jarkis fait partie du projet, en fait. Oui, ils ont appelé René Jarkis. Ils ont dû avoir accès à ses sources. C'est lui-même qui a peut-être dû lui livrer la version qui a été pressée. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que lui. Après, c'est pareil, les producteurs ils disent ouais, ok, bon, je vous le donne, mais bon, je vous donne ci plutôt que ça. Parce que, évidemment, qu'il y a plusieurs versions, Jarkis, je pense, du morceau. Il doit avoir tout, depuis la démo jusqu'à la version finale. Donc, c'est un cas intéressant parce qu'on se rend compte, effectivement, je rejoins Mickey, que la première version qui avait fuité 2002-2003, ouais, elle était bloquée, puis il y avait un truc en plus, quoi. Il y avait un son qui était plus percutant, qui tapait plus dans le dur et tout, quoi. Après, sur ce que disait Jesse, oui, sur le côté, pourquoi il ne faut pas appeler à des gens autres, ils l'ont fait. Moi, j'ai fait partie là-dessus sur le projet Bad 25, entre autres, parce que moi, j'ai été fait chier pour qu'il sorte Je veux pas la fin de nous, et qui a failli au départ qui ne devait pas sortir, après qui était que pour le Japon, finalement qu'on a récupéré. J'essaie de pousser l'idée de faire le coffret des singles un petit peu comme le Thriller Box là, japonais, mais en bad, ça puisse faire. Mais on a essayé de faire des choses. Après, bon, le problème, c'est que le temps a avancé, puis l'Escape, pas l'Estate, donc on a pu entre l'Escape et l'Estate. En gros, on comprend qu'on veut s'échapper de l'Estate. Ça va arrêter. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. À travailler. Mais après, du coup, plus ça allait, plus on coupait les ponts. Même les gens de chez Sony, les gros archivistes à Legacy à New York, ils leur parlent même pas, quoi. C'est-à-dire qu'il faut leur projet dans leur coin, les stats, ils livrent tout à Sony. Sauf qu'on sent avoir même l'apport des archivistes de Legacy. Si vous fouillez un petit peu sur YouTube, vous verrez les mecs, comment ils travaillent un peu. Des fois, ils expliquent quand ils font des coffrets sur Dylan, sur Hendrix, sur Presley et autres. Parce que, bon, Dylan est encore vivant, donc il n'y a pas d'estate. Mais je prends le cas de Presley. L'estate de Presley, bon, ben, il collabore beaucoup plus dans la main avec Sony. Ah oui, moi, j'ai vu pour mon père, désolé de te couper, mais comme dit mon père, il me dit, à chaque fois, il voit des trucs sortir, et il me dit, c'est du plat réchauffé. Ça, c'est son mot, ça. C'est des plats réchauffés, parce que, bon, vu la collection qu'il a, c'est un peu normal. Mais, ils ont quand même le courage de sortir des pochettes qui sortent un peu du lot, des disques un peu colorés, ou limités, ou Enfin, j'ai vu des choses sur mon père, et même des petits magasins qui ressemblent à rien, comme les Leclerc et tout. Ils sortent des Péruviens, des choses. Et j'ai mon père, je suis frustré. La fois, moi, son disquaire m'a sorti, je sais plus ce qui m'a ramené. Moi, j'étais quand même content d'avoir cette petite chose. Je sais plus ce que c'est, parce que des fois, je ramène tellement de trucs. Et j'étais quand même content, mais c'était les merde, comment on appelle ça, les Blue Spec. Pour un Leclerc, les Blue Spec, je trouve ça quand même, sur son petit disquaire, je veux dire, il se sort quand même, en parlant vulgairement, les doigts. Mais sur Elvis, comme 77, il est parti. Quand même, aujourd'hui, quand même, ils sortent quand même pas mal de petites choses sympas. Alors moi, quand je vois Michael et Elvis, je trouve ça frustrant. Pour nous, franchement, c'est horrible. Alors, tu vois, c'est intéressant. On va juste prendre vite fait rapidement le parallèle Elvis et Michael, parce que c'est la même maison de disques, c'est Sony, c'est Legacy, c'est le même label. Tu vois, après, je comprends ce que dit ton père, parce qu'en plus, bon, lui, il a vu son niveau de collection, tout ça, voilà. Mais tu vois, ils ont quand même sorti les sessions chez Stax, ils ont quand même sorti les sessions de la Jungle Room, ils ont fait des choses. Après, c'est vrai que tu as 10 000 versions du Comeback 68 qu'il a fait en vinyle rouge, en vinyle, tout ce que tu veux, vinyle en cuir, enfin, un petit peu trop loin. Mais bon, voilà, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu avec. Mais
régulièrement, ça sort comme des choses qui se font. Ah bon, après, oui, Elvis en philharmonique, bon, voilà, ça prend pas grand-chose au truc, mais en tout cas, il y a quand même une volonté de faire des choses. Ouais, c'est exactement la volonté. Exactement. Ils ont la volonté de toujours sortir des choses. Là, ils ont refait tous les albums de Whitney Houston, pareil, encore une fois, chez Legacy. C'est pas grand-chose, mais c'est bien remasterisé. Franchement, le son est nickel sur les vinyles. Il y a des petites notes à l'intérieur qui sont cool et tout. C'est quand même des belles rééditions. Alors que nous, on sait que des rééditions d'albums qui sont. Un problème un peu global, que je veux dire, peut-être qu'on l'évoquera plus tard dans live. Mais je veux dire, il n'y a qu'à regarder, juste, ça peut paraître anodin dit comme ça, mais vous avez vu la gueule du compte Instagram officiel de Michael Jackson, les photos qui sont publiées, la qualité des photos. C'est une farce. C'est juste pas possible. Je pense que n'importe lequel de nous quatre ou des fans, des suiveurs serait capable de faire mieux. Ça va de la. Ça fait un peu compte de fans. Juste, on va clôturer la première partie, on va passer à la deuxième. Mais juste pour scinder sur cette première partie de live, en fait, je pense qu'il faut, on a bien compris que vis-à-vis de la maison de disques, on attendait mieux, en tout cas vis-à-vis des inédits, et d'avoir un vrai archivage de ce qui est inédit, de ce qui est bonus entre guillemets, et de ce qui est grand public. Et je pense qu'on en revient finalement un petit peu à tout ce qu'on a pu se dire au travers des différents lives qu'on a fait sur la chaîne, mais c'est une recherche un peu de considération en tant que fan. Je pense que c'est clairement ça qui nous manque, et je pense qu'il faut effectivement mieux archiver un petit peu tout ça. Alors, je vous propose qu'on passe du coup à la deuxième partie. On va parler un petit peu des titres inédits. Mickey, je vais te laisser la parole. Quels inédits, toi, t'ont marqué le plus de titres qui sont jamais sortis? Alors après, c'est comme on disait plus tôt, pour moi, il y a deux types d'inédits. Il y a les inédits version, comme l'a très bien expliqué Richard, les inédits version démo, pas finis, pas polis, et puis il y a les inédits qui sont allés jusqu'au processus final de réalisation au niveau de l'enregistrement, du mixage, et tout ça. Donc moi, j'adorais Hot Suite. Je trouvais que c'était un morceau très funky, un peu à la PYT. C'est le morceau que tu peux écouter vraiment en fenêtre ouverte quand tu longes le bord de mer, quoi. C'est un morceau cool. Et pour les morceaux plus aboutis, plus terminés, moi, le morceau de référence, la masterclass, quoi, c'est We've Had Enough. Je trouve que c'est une chanson incroyable. C'est une très grande chanson de Michael Jackson, je pense, du niveau pour moi de. Et c'est très frustrant que ce morceau soit juste sorti sur The Ultimate Collection. Il aurait presque dû faire la promo de The Ultimate Collection, quoi. Ouais. We've Had Enough. Je trouve qu'ils en ont pas, ils ont pas fait du tout. Ils n'ont pas parlé de ce titre, ils n'en ont pas fait de promotion, rien. Puis c'est un morceau en plus qui dans le temps est hyper actuel. Vous prenez les paroles de cette chanson, vous les adaptez au contexte actuel, c'est un morceau énorme, quoi. Donc si je devais en ressortir deux, je dirais Hot Suite et We've Had Enough. J'avais aussi aimé Fall Again, que j'avais déjà entendu précédemment. Il y avait une comédie romantique avec Jennifer Lopez. C'était la chanson, la BO du film, mais chantée par quelqu'un d'autre. J'ai oublié le nom du. Oui, et je crois qu'ils avaient fait un duo virtuel d'ailleurs des deux versions. Je préfère la version de Michael personnellement, mais j'ai bien aimé ce morceau-là. Et puis For All Time aussi, je trouve que c'est vraiment un super. Ça serait ces quatre-là pour moi. D'accord, ça marche. Merci beaucoup, Mickey. Toi, Jesse, des inédits qui t'ont marqué plus que d'autres? Non, moi je trouve que c'est pas mal. Après, l'anglais, bon, j'avoue, c'est un peu du yaourt. Comment il s'appelle moi j'aime bien, après, on l'a pas entendu à tour de bras. Beginning the Mask, celle-là j'aime bien. Behind the Mask. Ouais, j'avoue, ouais. Celle-là, je trouve, c'est pas mal. Comment il s'appelle le putain? Parce qu'elle a été reprise, comment il s'appelle? Par Greg Gain. Et il y a Eric Clapton aussi. Ouais, j'avoue, là, je fais des efforts de dingue dans ma tête, mais celle-là, j'avoue, c'est là pour dire, pour l'instant qu'il est en train de citer ses titres, Mike, là, j'étais en train de chercher un peu qu'est-ce qui m'a marqué un peu dans ma tête. C'est vrai, celle-là, on l'a pas entendue à tour de bras. Enfin, c'est quelque chose quand même qui moi, je trouve qu'elle a été plutôt bien. Enfin, pour moi, je trouve qu'elle a bien été fignolée cette. Sur l'album Michael, du coup. Ouais, il y a un clip sympa quand même, le clip avec tous les matchs. Tout. Moi, franchement, j'ai tout aimé. Je trouve ça, il y aurait pu y avoir un plus gros massacre. Franchement, on a connu. Été comme ça, pareil. Ouais, c'est un vrai. Ouais, c'est vrai. Hop. Et toi, Richard?
Alors, je vais juste redire, J'avais pas fini, mais c'est pas grave. Allez, au On revoir. n'avait pas fini. Ah, pardon, Jesse. Excuse-moi. Non, et il y a une autre, mais après, bon, celle-là, peut-être que je suis pas aussi calé que certains. Avec l'hologramme, Slave to the Rhythm. Ouais, celle-là, franchement, j'aime bien celle-là aussi. C'est pas quelque chose qu'on entend comme d'autres musiques. Après, je sais pas votre point de vue sur les deux que j'ai cités. Je sais pas si tu te souviens, Slave to the Rhythm, on avait eu une première version en 2010 qui avait leaké avec un remix assez électro, mais moi je me souviens que j'étais subjugué surtout par la voix de Michael. Le remix discutable c'est pour ça. C'est peut-être pour ça que j'ai pas accroché, parce que moi tout ce qui est remix, je fuis. Donc, ouais, tu vois, pour ça que la version originale, on l'avait eu qu'avec Escape, mais c'est vrai que c'était un très très bon morceau. Il y avait Matthews, pas mal. Bon, en tout cas, c'est ces deux-là qui m'ont un peu pas marqué en termes de vraiment, mais je trouve que c'est celles-là qui me sortent de la tête en tout cas. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je vous lis en même temps le chat, parce que je vois que ça réagit énormément. J'essaie de tous vous lire, mais ça réagit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci à vous tous de partager un petit peu tout ça. C'est bon pour toi, Jesse? Ouais, je continue à. Tu continues à. Je suis en edge, je cherche. Je te laisserai réinteragir. Alors, Richard. Alors, avant juste deux choses, je réagis à l'artisan quand j'ai vu qu'ils disent que René Jarvis a mis tout son savoir-faire dans l'album de Brandy, Full Moon. Je suis d'accord parce que moi, quand j'écoutais l'album de Brandy, quand il est sorti quelques mois après Invincible, j'étais dégoûté. Je me disais, mon Dieu, mais c'est ça qu'il fallait pour Invincible. C'était ce son de Jerkins qu'on voulait on voulait un What About Us, tu vois, version Michael, quoi. On voulait ces choses-là. Donc, voilà. Et puis, sur le mot inédit, n'oubliez pas que des fois, on vous dit des fois inédit en CD ou inédit en vinyle. Parce que des fois, vous avez un truc qui est sorti en vinyle ou machin, on vous le ressort en CD ou on le ressort en vinyle, et dit, inédit. Donc c'est aussi un. Il y a François tout à l'heure qui l'a évoqué. Voilà, Can Get Out of the Rain. Voilà. Pour mes morceaux, voilà, tout à fait. Pour mes morceaux préférés, moi j'ai eu un gros coup de cœur dès que j'ai entendu sur Monkey Business. Parfois, j'ai une claque sur Monkey Business, que j'adore ce morceau. Parce que c'est vraiment tout ce que j'aime dans ce que Michael peut faire musicalement que je retrouve dedans. Alors, on connaissait Fly Away version Rebi, mais quand j'ai entendu la version Michael, j'étais Fly Away. Je trouve que c'est une démo qui est incroyable, qui est magnifique, que j'aime beaucoup. Et puis après, un morceau qui m'avait quand même bien choqué, mais je me suis dit, waouh, c'est vraiment. C'est If You Don't Love Me. If You Don't Love Me, ce morceau-là, un ovni complet, un morceau vraiment aux antipodes de ce que Michael a pu proposer pendant de nombreuses années et qui est pareil que je trouve pas mal aussi. Et puis pareil, We've Had Enough, quand le coffret est sorti. Avant, il y avait un CD sample qui était sorti avec quelques morceaux dessus et ça s'est terminé par We've Had Enough. Et ce morceau, quand j'ai écouté, pareil, je me suis dit, mais pourquoi c'est pas si t'as pas été sur Invincible? Parce qu'on l'a compris, c'était un morceau d'Invincible qui a été donné comme ça. Et moi, j'ai l'impression que sur Invincible, il y a plein de choses qui restent enterrées et qui auraient pu largement donner une autre dimension à l'album. On va pas refaire le débat sur c'est pas faux. Mais We've Had Enough, vous en parlez là à l'instant, oui, le thème de la chanson, tout, puis même musicalement, le crescendo, la voix, quoi. Ce morceau, il est dingue. C'est une très grande chanson. Mais moi, je sais pas comment vous prenez, c'est les titres inédits qui viennent. Enfin, bon, on va pas rebroder là sur la première partie, mais moi, à cause de l'album, par exemple, de l'album Michael, j'ai peur des fois quand j'entends bon, on peut attendre encore longtemps avant que des nouvelles choses sortent sur Michael, mais on a le droit de rêver quand même, on n'a plus que ça de gratuit de toute manière. mais je sais pas comment vous le prenez quand quelque chose de nouveau va sortir. Moi, à cause de l'album Michael, j'ai peur maintenant. Maintenant, à cause de cet album-là, j'achète que ce qu'a fait quasiment de Michael de son vivant. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas de. Parce que celui-là, je l'ai très mal encaissé, celui-là. Moi, je trouve que la peur que tu évoques, moi, elle est même arrivée avant, tu vois. Parce que moi, je trouve que le vrai dernier joli projet qu'on a eu, alors en termes d'inédit, pour moi, c'est The Ultimate Collection. On a eu le projet Visionary qui était un super box, un super format qui, en tout cas, il y avait quelque chose d'intéressant. Et moi, comme bon, je l'ai déjà évoqué, moi, Thriller 25, ça a été une grosse déception en termes de contenu. Et encore une fois, un projet qui a été fait du vivant de Michael. Donc, je trouve que oui, mais l'anxiété, encore une fois, par rapport au, comment dirais-je,
à l'investissement qui était mis de la part des maisons de disques, enfin de la maison de disques à l'époque et tout, c'est extrêmement compliqué. Mais Michael, de toute façon, là où il a acheté un gros froid, c'est plus par rapport au titre fake, je pense, et qu'autre chose finalement. Moi, à cause de ça, moi, j'ai eu une peur maintenant. Je collectionne que des choses qu'il a fait, même si je dois revenir dans les années fin 70, début 80 ou 90. Moi, je suis sûr, je suis tranquille. Même si Trailer 25, on peut dire ce qu'on en veut. Je me dis, au moins, Michael, il a mis un peu son nez dedans. Au moins, bon, même si ça c'est ce que c'est, mais au moins, je me dis, voilà, il était au moins là. Il a le mérite d'être là. Et j'arrive même pas à... C'est l'IA maintenant, c'est aussi l'IA. Parce que vous savez que les maisons, ça va être pire. Il y a des gros débats chez les majors. Il y a des gros débats chez les majors. Ils sont en train de se dire, ouais, bon, comme quoi ça va loin la saturation du monde du disque et le manque le manque d'artistes, le manque d'idoles, le manque d'icônes, le manque de plein de choses, le manque d'artistes fer de lance qui entraînent les autres, parce qu'il y en a plus, hein, voilà, il y en a très peu. C'est vrai. Bon, j'aime bien Beyoncé, mais voilà, ok, elle est numéro 1 country, mais la belle affaire. Mais ce que je veux dire, c'est que les majors commencent à se poser des questions sur l'IA, ce qu'ils vont en faire. Ah non. Ça, moi, c'est un très très gros sujet. Quand on se mettre en place pour essayer de cadrer ça, peut-être de le verrouiller ou autre, ou d'être très clair sur ce qu'ils vont en faire, parce que demain, ils peuvent te faire chanter Ray Charles avec Vita, ou Grand Écart. Quelle horreur. Par exemple. Non, je me dis, moi, je me dis, c'est pas mal ce que tu évoques, mais je me dis, ça peut être. Enfin, attention, je pense vraiment avec des pinces. Ce que je vous propose, Jesse, ce que je vous propose, c'est que l'IA, on pourra l'évoquer en dernière partie, justement, comme on va parler d'aspect juridique et tout. Oui, mais c'est effectivement très très pertinent. Bon, ça sera encore un de mes regrets et de mes frustrations parce que je ne pourrais pas rester jusqu'à la fin. Non, tu ne resteras pas jusqu'à la fin, mais tu seras là. Je te donnerai la parole en premier pour la troisième partie, c'est promis. Et on va y arriver vite de toute façon. Mickey, tu voulais dire quelque chose? Ouais, j'ai une question pour Richard. On the Line, c'est un inédit ou pas? Ben non, il est publié sur un morceau. On the Line, non, alors On the Line est sorti sur, de mémoire, la première fois sur le coffret Ghost et après sur Ultimate. C'est ce que j'ai. Deux versions différentes d'ailleurs. La première version a été plus courte parce que c'est des questions de droit, ils ont payé moins cher pour avoir la version de l'époque. Et la version Ultimate, bon, elle était plus généreuse. Mais c'est un morceau rare. Mais demain, s'ils le sortent en vinyle pour Discard Day, ils vont te dire inédit en vinyle. Voilà. C'est ça le truc qu'ils vont nous faire. C'est sûr. Pour la première fois. Moi, j'aimerais évoquer quelques inédits qu'on n'a pas évoqués ce soir, mais parce que tous ceux que vous avez évoqués, moi, me parlent énormément. Richard, tu as évoqué Monkey Business. Moi aussi, ça a été une des meilleures chansons qu'il y avait sur The Ultimate. Je l'avais adoré, cette démo. Mais moi, je me souviens, vous savez qu'on avait un reporting des inédits qui existeraient et tu avais des chansons que tu rêvais d'écouter plus que d'autres. Et d'ailleurs, il y en a encore qui, tu vois les titres qui sont pas sortis. Je pense notamment à Victory avec Freddie Mercury. Je pense qu'on rêve tous d'écouter ça un jour. Mais il y a eu des petites bombes aussi qui sont arrivées. Alors moi, j'avais une claque aussi sur Al Capone. Moi, quand Al Capone, je l'écoutais pour la première fois, bon, au-delà des similitudes qu'elle avait avec Smooth Criminal, étant donné que c'est elle qui a donné naissance à Smooth Criminal, j'avais trouvé ça incroyable de voir qu'elle arrivait quand même à s'éloigner sur les paroles et sur le propos de Smooth. J'avais adoré. Et une chanson que vous avez beaucoup évoquée sur le chat, moi, c'est un de mes derniers coups de cœur, Chicago 1945. Je la trouve incroyable. Mais incroyable. Et ça, c'est typiquement, on est quand même sur un morceau semi-finalisé qui date de 1983. Mais tu te dis, ils peuvent le sortir en l'état, quoi. Ah oui, oui. Ils peuvent le sortir en l'état. C'est que l'Estelle, pareil, vous ne pouvez pas payer assez cher le compositeur et le producteur. C'est toujours des questions d'argent, en fait, qui bloquent des fois les choses. Ah bah, mais bien sûr. Ça, c'est évident. Bah, ça a été un petit peu le cas de Hot Street où la grande question, Hot Street, c'était, je pense, le grand absent de Thriller 40. On en parlera après la première partie de ce côté. Ouais, bien sûr. Tout à fait. Je suis d'accord. Mais voilà, pour revenir un petit peu sur les inédits, je vais reprendre un petit peu ce que vous dites sur le live. Et bah voilà, il y a Domenico qui est en train d'en citer une autre dont je voulais parler, Seeing Voices. Celle-là aussi, quand elle a été éditée, mais je l'écoutais, mais en boucle. Il y avait ce côté Disney dans cette chanson que je trouvais incroyable. C'est une super chanson. Et pour le coup, pareil, c'est totalement finalisé. Ça pourrait sortir, ça pourrait être sur un album d'inédit.
Et comme quoi, souvent le langage officiel de l'estate, c'est de dire ouais, on n'a pas grand chose de finalisé, on sent ce qu'on peut, on prend que les morceaux où toutes les voix sont en entier et tout. Alors oui, il y a des morceaux où c'est le cas, on l'a bien compris. Il y a plein de choses que Michael a faites, mais soit qu'il a fait seul ou qu'il a fait avec d'autres personnes. Et on en parlera dans la troisième partie sur le côté juridique, mais Sing Voices, typiquement, en plus, c'est une production qui est un peu intemporelle, quoi. Tu peux sortir ça aujourd'hui, dans 10 ans. C'est un arrangement plutôt classique, d'ailleurs bien foutu, bien enregistré. Donc, il n'y a pas de problème. Et la voix et l'instrumentation sont incroyables. Donc, pareil, ça, on se demande pourquoi ça reste encore dans les corps. Bon, alors que ça pourrait largement sortir. Moi, j'en avais parlé avec Matt Forgeot qui avait bossé sur le projet. Il m'a dit, oui, voilà, c'était vraiment un one-shot qu'il avait fait à l'époque, en 99, de mémoire. Et qui était un projet très, très confidentiel. On avait fait un article là-dessus dans Invincible, je me rappelle, par rapport à ça. Mais oui, effectivement, pourquoi ce titre-là aussi n'a pas pu trouver une sortie. Alors, Michael, de son vivant, n'a pas voulu sortir pour différentes raisons. Mais là, au lieu de nous foutre des morceaux fake comme ils l'ont fait sur Michael, ils pouvaient nous mettre un Sing Voices contre un Breaking News. Hein. Vous prenez. Ah bah, sans aucune difficulté. Mickey, tu voulais dire quelque chose? Non, je disais, c'est ça. Ce que dit Richard, c'est quand tu vois le nombre de titres qu'on évoque depuis tout à l'heure, j'arrive pas juste à comprendre qu'ils aient, ne serait-ce le réaliser, c'est encore autre chose, mais qu'ils aient eu ne serait-ce que l'idée de nous foutre 3 morceaux où c'est pas Michael qui chante, quoi. C'est non seulement. Mais parce qu'ils ne se sont même pas posé la question, en fait. Non, mais il y a eu différentes choses. C'est intéressant ce que tu dis, Mickey, parce que on était en 2009-2010, donc tout était en train de se mettre en place au niveau de l'estate. Et bon, je pense qu'ils ont dû récupérer des archives dans un état qui était apparemment déplorable. Et aussi, il y avait une question de budget. Et ça fait très bien que les morceaux des Casio qui faisaient le pied de grue devant leur bureau de l'essai pour faire pousser pour que leur chanson soit prise, bah, ça coûtait rien. Ça coûtait 3 francs 6 sous de les prendre. Et puis ils se sont dit, bon, allez, ça va passer. En fait, ce qui est hallucinant, c'est de voir à quel point ils se sont dit, ça va passer et les gens vont y voir que du feu. Après, ils ont mêlé plein de problèmes, plein de choses. Enfin, bon, voilà, moi, je me rappelle à l'époque quand le débat a surgi, je m'avais même pris plein la tête parce que moi, j'avais dit, n'écoutez pas ces versions-là, mais mettez en avant les morceaux qui valaient le coup, parce que moi, je trouvais que Best of Joy dessus, à l'époque, c'était un super morceau, et du coup, il est passé à la trappe aux yeux de beaucoup de gens. Mais bon, voilà, quoi. Après, c'était aux avocats et aux personnes qui étaient en place de faire ressortir la vérité, ce qui a été fait au final très longtemps après. Mais ça, pour le coup, c'est inédit, hein, une affaire comme ça, sur un artiste comme lui. La supercherie vocale, on l'a eu 2 fois dans l'histoire, c'est Milli Vanilli et l'album Michael, quoi. Bon, Milli Vanilli et l'album Michael, ils ont en point commun John Branca comme avocat. Faut l'oublier. Hein. Non, mais là, c'est vrai. Ils se sont dit. Et du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, maintenant, à chaque sortie, comme ils se sont tellement discrédités avant, à chaque sortie, maintenant, on sait pas trop. Bon, mais c'est normal. Partir, quoi. Et après, une sorte de Scream. Voilà. Ouais, ça, le projet de l'estate le plus délicat. Et après, moi, je me dis, est-ce que ça peut peut-être être la clé, mais bon, j'y crois pas trop, mais on sait jamais. Le biopic, est-ce que ce serait pas la clé de repropulser un peu et de ressortir peut-être quelque chose par la suite parce que ça va créer un bon engouement ou pas? Est-ce que ça va aider à déverrouiller quelques petites choses de sympa ou non? Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Il y a le fait aussi que Sony ait racheté la moitié du catalogue. Ouais. Alors ça, le timing, il n'est pas anodin. Hein. Si vous avez fait ça maintenant. Ouais. Oui, avec ce qu'ils ont encaissé, oui, c'est vrai que c'est pas faux. Ouais. Parce que, de toute façon, écoutez les copains, juste Richard, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer à la 3e partie, parce que je vois qu'on amène beaucoup justement sur les questions de fake, sur les questions d'IA, sur les questions de biopic. Et du coup, mon Jesse, je vais te donner la parole tout de suite pour te laisser dire ce que tu voulais dire. Mais comme je vois qu'on dérive, je vous propose qu'on passe tout de suite en 3e partie. En tout cas, le chat, vous réagissez beaucoup. Merci énormément. On est 75. Les amis, on a battu le record parce que 69, c'était le record sur le chat. On est 75. Donc, un grand merci à vous. Vas-y, Jesse. Ouais, moi, ça sera sur l'IA, puis après, je vais rester 5 minutes, puis après, je vais aller me coucher comme les vieux.
Je disais que oui, moi je me dis l'IA ça peut être intéressant, mais je pense ça vraiment avec des pinces parce que bon, il y aura des gens qui vont faire des têtes, ça va picoter. S'il y a s'ils avaient comment dire ça, des inédits, vraiment inédits, qui seraient peut-être inaboutis, peut-être que admettons aboutis à 3/4 et il manquerait peut-être la petite touche vraiment de Michael. Est-ce que l'IA pourrait éventuellement compléter ça avec vraiment doigté et intelligence? Là, ça pourrait être vraiment intéressant si non, je sais pas. Bah, c'est largement discutable. Et en plus, l'IA, c'est quelque chose quand même, on a évoqué plusieurs fois dans les lives. Mais faut que ça soit Mon précisé. regard. Par contre, si la personne sort si la maison de disque, excuse-moi, si la maison de disque sort le vinyle ou le CD ou quoi, faut que ça soit précisé par contre dessus. Voilà, faut pas que ça nous refasse comme l'album Michael. Enfin, c'est quelque chose vraiment, je pense, ça va être très compliqué. Est-ce que tu aurais confiance? Est-ce que tu aurais confiance? Franchement, au point où on en est, franchement, je sais pas. Ton silence en non, dit mais long. non, mais au moins, il y aurait au moins l'honnêteté que ça soit affiché avec un sticker, voilà, produit. Enfin, je sais pas comment ils pourraient sortir ça avec intelligence, parce que bon, voilà. Mais si c'est précisé que ça a été fini avec de l'IA, au moins, ça serait au moins affiché, quoi. Je veux dire. Bah, tiens, je vais te poser une question, Jesse, par rapport à ce que tu évoques. Regarde, prenons la démo de Behind the Mask qu'on a eu sur Thriller 40. Moi, personnellement, j'ai été très heureux d'écouter ça, de ce produit authentique, cette démo, et j'étais vraiment très, très heureux. J'ai beaucoup aimé la démo de Behind the Mask. J'avais vu sur différents forums que beaucoup de gens ont un peu râlé sur la qualité audio du morceau et disaient oui, ils auraient pu restaurer, ils auraient pu ci, ça. Donc, qui veut dire restauration veut dire quand même qu'on ne ressort pas le truc brut tel que Michael l'avait laissé, mais qu'on y retouche quand même. Toi, est-ce que tu aurais préféré qu'on retouche à Behind the Mask ou tu étais content de la version qu'on a eue sur Thriller 40? Eh ben, c'est toujours pareil. D'ailleurs, je vais vous poser la question à vous deux aussi. Moi, je vais te répondre honnêtement. Si c'est quelqu'un, mettons, moi, je pense que les vrais fans ou les gens qui apprécient vraiment Michael ou qui le connaissent ou qui le suivent depuis des décennies, ils ont besoin, ça va faire vraiment cliché ce que je veux dire, mais d'un phare. Quelqu'un que tout le monde presque a confiance. Il faut quelqu'un vraiment que on se dit oui, là c'est sûr, il a l'œil dessus. Tu vois, ça serait, je dis pas peut-être pas ses enfants, mais ses neveux. Si tu vois, s'ils avaient vraiment, mettons, un regard vraiment bien dessus, peut-être, tu vois, qu'on serait peut-être moins réticent sur certaines choses parce que ça a été bien fignolé. Après, je ne sais pas, hein, j'ai mis des hypothèses. Oui, non, mais tout ça est très théorique, évidemment. Voilà, moi, je pense que les fans ont besoin vraiment de quelqu'un de terre à terre et quelqu'un de confiance. On a besoin d'une tête vraiment où on se dit, non mais là c'est sûr, là c'est bon. On a confiance, il a bon goût, il va nous régaler. Mais là, on n'a plus de. Ah bah, quelqu'un comme moi, quoi. Ouais, ou comme quelqu'un d'autre. Toi, Mickey, t'en penses quoi de ça? Moi, globalement, tu veux dire la question initiale? Est-ce que tu préfères avoir de l'authentique, c'est-à-dire qu'on te sorte une démo qui n'est pas finalisée, mais telle que Michael l'a laissée, même s'il n'a pas eu le temps de la travailler jusqu'au bout, ou un truc que l'IA pourrait finaliser, un peu recoudre, entre guillemets, pour avoir quelque chose de plus finalisé et de plus qualitatif? Moi, mon point de vue à moi, concernant l'IA, c'est clair que pour moi, c'est un non catégorique. Mon point de vue à moi, plus généralement, c'est que l'œuvre musicale de Michael, du début avec les Jackson jusqu'à la fin, elle est suffisamment vaste et conséquente pour que nous, les fans, on puisse y aller encore pendant des années et que les non-fans puissent apprendre à le découvrir. Je veux dire, il y a suffisamment de choses parce que sortir des inédits, enfin des démos qu'il avait à moitié fignolées, on va donner ça à un producteur du moment qui va en faire quelque chose de complètement différent de sa vision à lui, et on va estampiller ça à Michael Jackson. Moi, je préfère rester avec l'œuvre actuelle. Elle est comme elle est. Non. Si les pas sortis, il les a pas sortis. Il avait ses raisons. Non, mais il a raison, mec. À la limite, au pire, l'IA, ok, non. Mais par contre, reprendre des gens qui ont collaboré avec Michael pour fignoler le produit la musique qui a pas été finie. Au moins, là, il y aura une idée derrière quand même. On se dit peut-être que Michael aura apprécié parce que. Peut-être. Oui, voilà, exactement. Voilà, peut-être. Après, c'est ma vision, c'est mon point de vue.
Non, mais Non, moi, je c'est partage ton point de vue sur ouais, le coup, donc je suis assez, moi aussi, mais moi, je suis assez d'accord avec toi. non, Bah, mais en moi fait, aussi, mais je pense que ça sera une fatalité. Ça sera une fatalité. L'IA, c'est vrai bah, que en tôt ou fait, tard, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Moi, l'IA, ce qui me dérange, bon, même si c'est, tu vois, si on part dans la plus grande bienveillance et que on libelle hmm, c'est l'IA et tout, ok. Mais faut vous rappeler quand même qu'on a quand même eu un album avec 3 titres fake. Ça veut dire que demain, est-ce qu'ils vont avoir ouais, l'honnêteté de la te dire tentation. qu'il y a de l'IA Ouais. dans un morceau? Moi ça déjà, j'ai un degré de confiance tellement limité que ça me fait flipper déjà juste pour ça. Et même en admettant que j'avais une totale confiance en l'estate ou en Sony, je ne voudrais pas de l'IA parce que moi, je trouve aussi que ce qui est savoureux, ce qui me fait savourer un inédit, c'est aussi le processus créatif, quoi. Moi, je vais reprendre l'exemple de Hollywood Tonight. Quand j'entends la démo d'Hollywood Tonight, que j'adore, et que je t'entends un troisième couplet où Michael est en train de fredonner parce qu'il n'a pas terminé les couplets, bah, c'est un vrai plaisir d'écouter ça. Bien Parce sûr. qu'on entend la façon dont il est en train de construire le morceau. Et je trouverais ça tellement dommage de, bah, comme ils ont fait finalement dans la version remixée, c'est-à-dire de couper ce passage-là pour te refoutre le premier couplet pour aller combler un petit peu ce qui manquait. Donc, ils font du fignolage. C'est pas tout à fait de l'IA, mais c'est du fignolage. Moi, je suis extrêmement gêné par ça, quoi. J'aurais aimé autre chose. Mais tout ça est évidemment très subjectif et je vois qu'encore une fois, il y a beaucoup de réactions sur le chat et que ça ouvre le débat. Mais voilà. Toi, Richard, tu penses quoi de tout ça? Moi, l'IA, non, je suis contre, que ce soit pour Michael Jackson, pour toute autre forme d'art, les relectures de films, les relectures de chansons, tout ça. Enfin, je suis pas du tout convaincu par la chose. J'ai vu un commentaire qu'il faut à la limite laisser ça aux fans, mais pas que ça vienne officiel. Oui, pourquoi pas? Ça peut être un bon moyen d'expression de fan art ou autre, pour faire des edits, des choses comme ça, Hmm. des remixes. Mais bon, voilà. Après, je te rejoins, Greg, là-dessus. Je veux dire, Hmm. le morceau, la démo, on va prendre Behind the Mask, si elle est telle quelle, si elle est pure jus, si elle sature dans le son des fois, si elle est pas. Eh ben, elle est comme ça. Elle était comme ça dans le studio, elle est arrivée comme ça. C'est le fameux Max Mix, donc on comprend que c'est Michael qui a mixé ça. C'est son truc à lui. Ou autre chose d'ailleurs, hein, d'autres choses aussi qui sont sorties. Hein. Pareil, Starlight, on voit bien que c'est une démo, machin. Donc, moi, je pense que ça doit rester en l'état tel quel. Après, ça n'empêche pas que, un peu comme ils ont fait d'ailleurs pour Escape, hein, qu'ils refassent des versions remixées ou retravaillées. Et à la limite, c'est intéressant quand c'est refait ou retravaillé avec des gens qui ont bossé avec Michael et qui peuvent apporter une approche qui peut se rapprocher à lui, plus en guise d'hommage, tu vois, plus en approche, voilà. Oui, comme ce qu'évoquait Jesse, ouais. Et je recoupe ça parce que moi, j'ai un exemple précédent en tête, c'est tout ce qui se passe sur le Jimi Hendrix depuis 50 ans maintenant, parce que c'est quelqu'un qui est mort à 27 ans et il y a plus d'albums de lui qui sont sortis après que de son vivant. Tous les 5-6 ans, il y a un album de Jimi Hendrix qui sort, qui est inédit, et ils avaient retrouvé des choses, machin. Mais est né de ça une espèce d'économie qu'on appelle les morceaux Frankenstein, qui est la chose suivante, c'est en fait c'est une prise que Hendrix a pu faire sur lequel on va greffer un batteur, un musicien, machin. Alors, soit des gens avec qui il a bossé, ou soit on va prendre des références du moment ou des gens ou des musiciens qui ont été fortement inspirés par lui et qui, comme ça, peuvent aussi un peu lui rendre hommage. Donc, ça, à la limite, c'est une démarche qui me dérange moins parce qu'elle s'inscrit dans une démarche artistique et posthume assumée qui peut être clairement annoncé comme ça. D'ailleurs, c'est le cas avec Hendrix, hein, il existe très Ouais, c'est bien. vrai. C'est vrai que ça serait mieux. Et en même temps, voilà, il ne cherche pas à le remplacer, il cherche juste à dire voilà, nous, on fait vivre son patrimoine, on a trouvé ça. Bon, il y a la version originale, elle est telle qu'elle, c'était pur jus. Bon, voilà, le son, il est ce qu'il est. Mais à côté, on a fait une version qui est un peu différente. Donc, à la limite, au moins, ça laisse ce choix-là. Mais l'IA, on est sur quelque chose qui, de toute façon, alors oui, l'IA, c'est ce qu'on appelle après le fameux deep learning, c'est-à-dire que plus on la fait travailler, plus elle apprend, plus elle est perfectionnée et perfectionnable. Mais ça ne va jamais remplacer, à mon sens, de toute façon, l'intention de l'artiste, sa sensibilité, enfin tout l'humain qui sera impliqué dedans. Même si on entend des choses qui sont des fois assez bien foutues. Et on n'en est qu'au tout début, donc j'imagine dans quelques mois, d'ici un an ou deux, comment ça va être encore. Mais je pense que l'IA doit rester en dehors de ça, en tout cas, sur ce côté purement créatif. Euh, et surtout qu'on a des musiciens pour faire des choses bien, pour à la limite Non, rattraper mais des choses, ou pour faire des choses bien finalisées. Et surtout, on a encore la chance d'avoir des musiciens qui ont bossé avec lui. Donc ce serait mais, dommage de mais, mettre ah, mais sur moi, je te j'ai rejoins vu le totalement passé sur de ce. Beyoncé.
Oui. Vas-y, Jesse. Non, non, parce que du coup, je rejoins. Enfin, moi, dans ma tête, c'était pas le remplacer du tout. Mais j'avoue, je préférais, comme tu dis, Richard, c'est vrai, il faut que ça reste une sorte d'art. C'est vrai que ça serait beaucoup mieux. Je préférais que les dernières personnes qui ont collaboré avec Michael, aident à la limite à améliorer les musiques qui sont inachevées. Donc, ça serait déjà, il y a le côté humain, donc ça serait beaucoup mieux. Mais j'aurais été quand même curieux de voir, mettons, s'il y avait des petits trous dans une musique, voir ce que l'IA serait capable de faire. Pas totalement. Moi, je parle, mettons, 3-4% d'une musique qui est inachevée. Juste voir les capacités, voir si ça serait vraiment propre. Ouais. Ou est-ce qu'on arriverait quand même à déceler quand même un petit quelque chose qui va pas ou pas? Oui, pourquoi pas. J'ai un Mais bon tu vois, exemple à vous donner. Vous vous souvenez, je crois que c'était en 2013, quand il y a un coffret de Queen qui est sorti, Forever, et qu'on a eu une version virtuelle du duo There Must Be More to Life Than This entre Michael et Freddie Mercury. Alors, la question que je vais vous poser à tous les trois, c'est est-ce que vous préférez cette version remixée pour créer ce duo virtuel mythique Michael-Freddie, ou est-ce que vous préférez la démo où Michael chante et Freddie au piano? Ah, Mickey. Moi, la démo 100%. Démo 100%. Richard. Alors, moi aussi, la démo 100%. Maintenant, ceci dit. Donc pas 100%. Non, mais non, 100%. Moi, c'est la version que j'ai qui va toujours primer. Mais la démarche faite sur ce coffret ne m'a pas dérangé parce que c'était un moyen de valoriser le patrimoine. C'est quand même sorti sur un disque de Queen, donc c'était légitime qu'on entende Freddie Mercury. Et on revient sur ça, il y avait quand même dedans l'input du groupe, quoi. C'était supervisé par Brian May, c'est fait par les gens de l'époque. Donc ça ne me dérange pas trop. Après, moi, en sensibilité, ce que je préfère, c'est la version d'origine. Mais là, j'ai pas crié au sacrilège parce que c'était cohérent. Demain, on va je suis d'accord avec toi. Un morceau de Michael un peu rock. C'est pas un scandale. Dessus. Voilà, il met le slash dessus parce que Slash a bossé avec Michael l'autre, ça va pas me déranger. Mais s'il faut jouer la guitare par l'IA, je vais être un petit peu dérangé. Mais voilà, évidemment, après la démo, en plus, elle a une magie en piano-voix, qui d'ailleurs, pour le coup, c'est là où on voit les limites du retravail des fois, c'est que je trouve que la version retravaillée, elle est un petit peu trop chargée. Donc, c'est bon. Non, mais tu vois, moi je trouve que c'est un bon exemple. Et tu as trouvé les mots justes, c'est-à-dire que c'est pas un scandale. Voilà, tu as une version virtuelle. Bon, les deux ont chanté le morceau. On essaye d'apporter quelque chose au truc. C'est pas un scandale, mais effectivement, en termes d'authenticité, c'est vrai qu'on veut plutôt écouter la démo. Donc pareil, vous, le chat, vous réagissez. Il y a l'art qui nous dit aussi piano démo, mais j'aime beaucoup vos réactions. Mais c'est vrai, je pense qu'on prend plus de plaisir avec le mot démo, moi j'ai l'impression. Moi, le mot inédit, je pense que, moi honnêtement, il me fait rien. Mais quand j'entends le mot démo, j'avoue, j'ai tendance à dire, attends, de quoi? Fais voir. C'est vrai, j'ai l'impression qu'on a plus l'oreille à être curieux. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. C'est Greg, juste un truc de sur le mot démo duo virtuel, il y a deux cas qu'on peut citer aussi. Premier cas, c'est Nathalie Cole avec son père qui chante un Unforgettable en 90-11, je crois, qui est un duo virtuel parce que son père est mort, elle reprend une chanson avec lui en duo, c'est virtuel, c'est un des premiers duos virtuels qui a été fait comme ça, qui a cartonné. Et puis en 95, t'as les Beatles qui font leur anthologie avec le morceau Free as a Bird, qui est pareil, qui est un morceau où ils font ressurgir John Lennon de l'au-delà. Et qui est un morceau des Beatles, pas de l'époque, mais bon, de 95, inédit, mais qui retravaillé, et c'est vendu comme un morceau un nouveau morceau des Beatles. Donc c'est pour ça que ça me dérange pas tant que ça, à partir du moment où c'est les gens qui sont en place ou les gens qui sont proches d'eux qui font ça et qui essaient de le faire. Après, on aime, on n'aime pas. Mais en tout cas, la légitimité, elle n'est pas trop questionnable dans ce sens-là, comparativement, effectivement, à faire ça à des remixes de Todd Terry ou de Annie et ce Orson. Ouais, mais parce que là, tu as de bonnes intentions. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais l'intention est importante dans un projet dans un projet inédit. Et effectivement, en fait, je pense que la grande question de l'estate, après on va répondre vraiment à cette troisième partie sur l'aspect juridique, de la possibilité qu'a réellement l'estate par rapport aux chansons inédites. Mais
c'est vrai qu'il y a une vraie question d'intention. Donc, on parlait du duo virtuel avec Queen. Là, tu évoquais le truc des Beatles, que moi, là, pour le coup, n'est pas un sujet que je maîtrise. Mais effectivement, il y a une vraie intention derrière et il y a quelque chose d'authentique. Il y a une vraie intention de rendre hommage. Enfin, moi, je le prends comme ça, en tout cas, tel que tu l'expliques. En fait, l'intention, oui, mais en fait, ça dépend toujours qui est derrière l'attention. C'est toujours ça qui fait peur, en fait. Qui est derrière il faut que ce soit. C'est pour ça que je parlais de phare. Il faut et la légitimité. Eh oui, c'est ça. C'est ça. Eh oui, c'est ça. C'est c'est le noyau. C'est ça le plus important. C'est qui va gérer ça. C'est ça qui fait toujours peur. Pourquoi que ce soit d'ailleurs. Hein, c'est qui va être derrière. Exactement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors. Les amis, on va essayer de répondre tranquillement un petit peu sur les démos. Pourquoi ça apparaît, pourquoi ça apparaît pas. On a beaucoup évoqué Hot Street et je sais qu'à l'époque, beaucoup se sont questionnés sur pourquoi Hot Street n'apparaissait pas sur Thriller 40 parce que c'était un peu la démo qu'on attendait tous voir apparaître et presque un peu le trio, quoi. Le trio Trouble, Hot Street et Nightline. Et en fait, Hot Street. Alors, de gros problèmes qui se posent avec les States, c'est que quand ils vous disent qu'il n'y a rien dans les coffres, la vérité, c'est pas qu'il n'y a rien dans les coffres. La vérité, c'est qu'ils n'ont pas la main sur tout. Et je dis le peu de choses, je mets des grosses guillemets parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, mais le peu de choses qu'ils ont le droit de sortir ou je dirais ils n'auraient pas besoin de payer des ayants droit ou quoi qu'est-ce, c'est compliqué. Donc, on a évoqué Chicago 1945, où Steve Porcaro s'était opposé à l'époque de Escape, où il avait été approché justement pour la chanson. Lui avait dit, parce qu'il voulait pas avoir son titre remixé, je pense aussi que, et ce qui est normal aussi quelque part, il y avait des questions d'argent, quoi, ou peut-être que le chèque était pas assez gros, etc. Et par exemple, Quincy Jones et les States qui sont énormément en conflit et Hot Street est par exemple un titre dont Quincy Jones a la main aussi dessus. Et donc sortir Hot Street, c'est reverser des choses à Quincy Jones. Donc il y a tout cet aspect juridique aussi qui est extrêmement compliqué et qui explique pourquoi il y a des démos qu'on ne voit pas sortir. Voilà. Est-ce que vous voulez rebondir un peu par rapport à ça? Oui, moi, brièvement, je peux dire deux, trois choses là-dessus. C'est des questions d'argent et d'avocat, principalement. Hot Street, il faut savoir que dedans, il y a Rotten Perton qui est impliqué. Il faut savoir que l'estate de Rotten Perton, déjà de son vivant, il est très, très, très coriace en affaires, Rotten Perton. Parce que, de mémoire, quand IAM sort Je t'en suis Mia avec le sample de Give Me the Night, qui est juste les deux accords de guitare, je me rappelle qu'ils avaient fait des interviews à l'époque, ils disaient, en fait, on s'est fait saigner par Tom Perton par ses avocats pour utiliser la composition, parce que voilà, quand c'était Gimme Smith, c'était George Benson, c'était un gros tube, et qu'ils ont sorti le titre en version single comme ça, mais après, ils en ont vendu beaucoup et beaucoup de caisses, mais ça leur a coûté un bras. Et de son documentaire Thriller 40, il est notamment sorti très tard finalement par rapport à la date annoncée, parce que les states de Tom Perton faisaient chier l'équipe de Branca, mais c'est un peu bonne guerre pour parler des questions d'utilisation, des musiques, des choses comme ça dans le documentaire qui voulaient parler autre quoi. Donc, on est toujours sur les questions c'est que du cas par cas, et c'est souvent des questions d'avocats et de gros sous. Là où l'estate a une marge de manœuvre, comme je dis très souvent, c'est les morceaux que Michael a composés seul et produits seul. Donc, on a eu beaucoup de démos qui sont sorties. Même la démo de Wannabe, Sadie Something sur This Is It, la version collector, c'était facile à sortir parce que Michael c'était ce qu'il avait fait lui dans son studio. Pareil pour celle de Beat It, Fly Away, c'est pareil, c'est facile à avoir. Mais dès que ça implique un autre producteur et un autre compositeur, là, il faut des autorisations, il faut des accords, il faut des montants. Le montant, il va correspondre à telle version de la chanson. Si vous donnez n'importe quoi, genre $50 000, vous allez avoir la version de 3 minutes. Si vous donnez 70 000, vous allez avoir la version qui dure 3 minutes 30 secondes. Donc, c'est ça. Je reprends le cas de On the Line, qui au début est sorti en version plus courte et qu'on avait eu en version plus longue parce que juridiquement, des choses se sont débloquées. Et c'est tout le temps comme ça. Et donc, du coup, c'est pour ça que on a eu finalement dans les sorties récentes avec un producteur tiers qui était impliqué, on a eu souvent eu plus de choses avec Ronnie Jarkis, pour Wivaldinov. Je pense qu'il a fait sur Escape, c'était plus facilement avec lui, parce que lui, en 2004, on continuait à bosser un peu, en tout cas, il était encore proche de l'entourage de Michael. Et puis en 2014, il était
en tout cas, il était en termes assez bons avec les. Puis il voulait aussi le faire avec les States pour collaborer avec eux. Mais parallèlement, vous avez un Will.i.am, ou vous avez évidemment le plus grand, c'est Quincy Jones, qui ne veut pas entendre parler de les States, qui veut rien avoir à faire avec eux. Vous avez un Teddy Riley qui s'est complètement grillé avec son implication dans la prod de Breaking News. Donc, il continue un petit peu d'empiler le prix, et même si là, il semble vouloir remonter la pente et essayer de faire un comeback comme il peut avec son livre. Mais voilà, donc chaque personne, chaque producteur, chaque compositeur, ça a toujours être du cas par cas. Et le cas de Porcaro, c'est la même chose. Hein. Il ne voulait pas que ce soit remixé autre, on comprend. Maintenant, si on lui avait dit, voilà, ta chanson, elle va sortir en version remixée, comme nous, on veut le faire avec Timbaland, avec des bruits de canard, ou toi tout seul, et puis à côté, il y aura ta version à toi comme tu veux, peut-être qu'il aurait dit oui. Et c'est après, effectivement, à côté de ça, Karen Langford, je reviens encore à la fameuse Karen, elle lui a proposé $10 000 et 3 chèques vacances. Bah oui, il lui dit non. Évidemment qu'il va lui dire non, il lui dit, tu fous de ma gueule, je sais pas. Bon, après, sa chanson, elle a fuité dans des conditions que je trouve tristes. Mais derrière chaque clip, c'est comme ça. Hein, moi, je me rappelle du Noël 2006, je crois, qu'on avait leaké Love de Felt So Good la première fois en piano-voix. Voilà, c'est aussi un leak qui s'est produit. Voilà, c'est une fuite. Hein, c'est toujours un collaborateur qui fait fuiter un truc ou quelqu'un qui a vendu un fichier qui après est refourgué et puis un jour leak. C'est toujours comme ça. Hein. Il y a un monde parallèle. Hein. Il y a un métaverse de l'inédit, il faut le savoir. Hein. Moi, j'ai 2 amis qui étaient très là-dedans et ce sont les 2 Anglais qui se sont amusés à pirater après les sites de Sony. Ils ont été en procès pour ça. Et ils ont compris que c'était un marché très dangereux, qu'il fallait faire attention à ça. Mais en tout cas, voilà. Ce qui sort à date, c'est ce sur quoi l'Estate peut avoir la main et peut faire. Le seul qui a fait un bras de fer, qui a fait pousser les choses, c'est L.A. Reid sur Escape. Puisqu'il a réuni des morceaux de pas mal de producteurs différents. On a eu du Paul Anka, on a eu du René Jarkins, on a eu du Babyface avec Slave, on a eu plein de choses. C'est le seul album posthume qui réunit comme ça pas mal de producteurs quand même qui sont des noms, hein, c'est quand même pas n'importe qui, et qui a pu faire bouger les choses. Mais L.A. Reid, il a mené ce projet de façon très courageuse et il s'est juré de plus rebosser avec Branca parce que c'est un cauchemar pour lui. Mais il a fallu un mec, tout à l'heure tu parlais qu'il fallait quelqu'un de confiance, Jesse, quelqu'un qui soit un peu comme un femme. Hein. Et lui, il n'a pas bossé directement avec Michael dans toute sa carrière, mais il a cette vision de directeur artistique, il a cette vision de producteur de la musique qui fait que il avait aussi une vision, il a été sur ce terrain-là. Et on n'a pas été tellement, moi, j'ai pas été très déçu par Escape au final. J'ai trouvé ça plutôt propre par rapport à ce qu'on a vu avant. C'était pas. Je pense que le fait qu'on ait ce deuxième CD avec les versions originales. Ça a beaucoup joué, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Je pense que cet album est un beau projet aussi. Voilà. Il fallait lâcher des versions commerciales et puis aller sur les démos. Enfin, les versions, en tout cas, de l'époque, tu vois. Et je pense que c'était très intelligent de sa part d'avoir fait ça, quoi. Et c'est ce qui a fait que il y a peu de grosses polémiques. Après, le problème de Escape, c'est qu'ils ont fait 2 singles, après, ils ont tout laissé tomber, ils sont passés à autre chose, alors que peut-être que l'album méritait d'être poussé un peu plus et d'avoir plus de choses. Mais bon, voilà, mais surtout, oui, le seul problème, c'est aussi sur le fameux hologramme, que je trouvais raté, mais bon, ça, c'est autre chose. On a quand même l'impression qu'il y a énormément de gens qui ne veulent pas travailler avec Branca, quoi. Et du coup, c'est. Non, c'est de moins en moins. Parce que le problème, c'est lui qui est en charge de. C'est un problème. Si personne ne veut travailler avec lui, c'est compliqué. Bah, c'est qu'il y a une raison déjà, il faut appeler un chat un chat. Déjà, il y a des gros sujets sur la légitimité de Branca à être à la place où il est au niveau de l'exécution testamentaire. Aujourd'hui, tu vois que au niveau du biopic, il est centré sur qui va jouer son rôle dans le film. Donc il y a toutes ces notions-là parce que Branca, c'est une goutte d'eau dans la carrière d'MJ. Je veux dire, il apparaît pas dans le film, ça choquerait personne. Et là, on t'annonce, je sais plus le nom de l'acteur, mais lui qui va jouer Branca, mais t'as envie de dire qui s'en fout, tu vois. C'est clair, exactement. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce que je m'en fous. Mais c'est le biopic. En fait, c'est tout le problème d'un biopic. C'est pour ça, bon, c'est encore un autre sujet. Et je pense peut-être à l'autre live pour faire ce biopic, mais soit on est sur une relecture peut-être des choses par un prisme, hein, ou alors ils auraient dû faire un documentaire courageux comme ils l'ont fait sur Whitney, comme ils l'ont fait sur Bob Marley. Moi, sur les 2 cas, Marley et Whitney Houston, j'ai vu les biopics et les documentaires. Bon, les documentaires sont incroyables.
Il faut les voir, ces documentaires. Les 2 documentaires faits sur chacun d'entre eux, et avec les biopics, m'ont vraiment laissé sur ma faim. Et moi, j'ai très peur pour le biopic, mais bon, c'est une autre question. Mais effectivement, Branca, de moins en moins de gens veulent bosser avec lui, ou alors c'est des gens à qui ils donnent des crochets et puis ils font ce qu'ils veulent. Alors, c'est le musical, c'est le show one, machin. Enfin, voilà, c'est des trucs pour vraiment le nonchalant. C'est pour quand tu es à Las Vegas et tu vas avec ton entreprise faire un voyage là-bas, ton patron il paye pour tout le monde une soirée pour aller voir One. Voilà, ça peut l'idée, quoi. Bon, pourquoi pas. Mais c'est quelqu'un en tout cas qui s'est aliéné beaucoup de gens importants dans la vie de Michael et qui bon, c'est comme ça, c'est un état de fait. Et puis les histoires se recoupent, les versions se recoupent sur pas mal de choses. Et maintenant, comme tu l'as dit, Greg, c'est lui qui est en place aujourd'hui, c'est questionnable, c'est comme ça. On sait qu'il y a le testament qui a été fait après, en tout cas, c'est sûr, après 2005, après le procès. Bon, ben voilà. On n'a que celui de 2002. Tu soulèves une question que j'ai envie de vous poser et que je pose aussi au chat. C'est quoi le bon endroit pour découvrir un inédit? Parce que tu vois, on parlait de spectacle, je vais te donner, mais on évoquait aussi le fait qu'il pourrait y avoir des inédits dans le film. Mais pour vous, c'est quoi le bon endroit, le bon support pour découvrir un inédit? Vas-y, Jesse. Je vais te répondre. Moi, si je vais aller me coucher, c'est là le meilleur endroit. Déjà, je peux rêver, je peux monter comme je veux dans mon cerveau. Parce que je t'ai envoyé un message il y a 10 minutes, mais je pense que tu n'as pas capté sur Instagram. Non. Oui. Ah non, désolé. C'est pour dire que je me suis accroché. Moi, j'ai senti mon œil faire ça. Je me suis dit, bon, là, il faut vraiment que je lui dise. Là. Donc là, tu as posé une question. Je me suis dit, c'est parfait. Là, je vais pouvoir bifurquer. Non, désolé. Là, je vais me reposer. Là, je suis à bout. Même si c'est vraiment un régal, je te remercie, Greg. Je remercie Richard, la tête pensante, où on apprend beaucoup de choses, comme Marco d'ailleurs. Non mais je me régale. Hein. T'étais pas là, Greg, mais je peux te dire quand j'étais au milieu entre Marco et Richard, tu te sens une fourmi. Je veux même pas savoir dans quelles conditions c'est arrivé. Non, mais franchement, c'est très intéressant quand t'es avec 2 personnes archi calées. C'est un régal d'apprendre. On est 2 vieux, parce qu'on est des vieux, nous. Non, j'ai dit 2 personnes âgées, j'ai dit, j'ai pas le temps de finir, j'ai dit âgées, mais voilà. Tu m'as pas laissé finir, voilà. Non, mais en tout cas, je vous remercie tous, Greg, Mike, et pas Mikey, hein. Pas Mika. Richard. Pardon? Pas Mika. Non, j'ai pas dit Mika, c'est pas grave. En tout cas, c'était un plaisir. C'était un plaisir, Mika. Richard, passe une bonne soirée. Greg, merci encore. À très vite. Avec plaisir, Jesse. Et à la prochaine, et désolé, hein, mais là, j'ai tenu comme j'ai pu. Non, mais t'inquiète. À la prochaine. Merci beaucoup. À bientôt. Passe une bonne soirée. Puis je regarderai le replay demain soir, du coup, quand j'aurai fini. Avec plaisir. Allez, bonne soirée à vous. Allez. Et à la prochaine. Salut. Salut, Jesse. Alors, Mickey, du coup, je te pose la question à toi. Tu penses que quel est le support, quel est l'endroit où on doit découvrir un inédit? Vu la situation, moi, je dirais que maintenant, ce serait une fuite, quoi. Une fuite sur les réseaux de fans, quoi. Je vois pas, dans le biopic, je vois pas vraiment un morceau vraiment estampillé Michael Jackson, sans retouche de producteur. Un vrai morceau de Michael Jackson, une fuite, quoi. Je pense qu'il n'y a que comme ça. Une fuite, ouais. Ça marche. Toi, Richard? Ben écoute, là, je t'entends en même temps, je lis les commentaires que tu relais. C'est vrai que moi, je suis un peu la vieille école, et c'est vrai que le côté, j'ai rien entendu avant de ce qu'il y avait sur le net, machin bidule, et je vais récupérer mon CD ou mon vinyle, je le mets sur la platine, je mets mon casque et j'écoute. C'est vraiment le scénario idéal, c'est de découvrir comme ça dans des conditions, surtout audio, optimales, quand tu peux vraiment apprécier le son. Le problème des inédits depuis pas mal d'années, c'est qu'on les retrouve sur YouTube, compressés à 128 kilobits. Enfin, on est sur des trucs, voilà. Ou en tout cas, bon, le côté inédit prime. Enfin, comment dire, la qualité d'écoute est souvent mise en retrait, quoi. C'est toujours un peu le problème de notre époque où on écoute trop de musique sur des fois des systèmes ou des appareils qui, je pense, ne rendent pas justice à la musique. Mais ça, c'est mon avis. Et c'est pour ça que moi, des fois, c'est vrai que j'aime bien je prends le cas du coffre Ultimate. Dès que j'ai remis le CD, le coffret chez moi, je me suis mis sous le casque. Et pourtant, on avait déjà eu des premières fuites quelques jours avant, quelques semaines avant, mais le fait de me faire l'écoute du truc vraiment tip-top, c'est vraiment
c'est vraiment top, quoi. C'est une émotion que j'ai du mal à retrouver sur une écoute via YouTube, par exemple. Mais après, on a ce qu'on a, parce qu'au début, tu es d'accord avec moi, Mike, c'est que ça arrive des fois sur YouTube, bon, ben, c'est le premier lieu où des fois on découvre des choses. C'est comme ça. Non, mais je disais, c'est par rapport au contexte, étant donné qu'on. Oui, c'est vrai. Mais alors, ouais, par rapport au contexte, alors moi, sur le biopic, je ne sais pas si on aura un inédit, parce que je pense qu'ils vont aller sur des grosses cartouches, ils vont nous sortir des trucs, ils vont nous refaire un truc sur Billie Jean. Moi, j'ai un peu un truc, enfin, c'est pas inédit, mais c'est un truc un peu rare, que les fans connaissent, mais que le grand public ignore. Moi, il y a toujours un truc que j'ai beaucoup aimé des Jackson 5. C'est quand ils avaient fait, je crois que c'était au Tonight Show ou Late Night Show, je ne sais plus, ils avaient fait un medley avec Killing Me Softly, enfin, plusieurs chansons enchaînées comme ça. Et Danny Boy et When I Go Back to Phoenix, qui est superbe, qui est juste, ils sont tous les 5 assis sur un tabouret et ils chantent. Et ce truc-là qui est très peu connu, j'aimerais bien qu'un jour, soit Motown ou quelqu'un le remettre en avant, le ressorte et nous sorte ce petit medley ou des frères qui chantent un truc qui n'a jamais été gravé nulle part, pour le coup, qui est inédit sur un support officiel, et qui est passé à la télévision, et qui est une performance qui est vraiment un moment de magie perdu, comme ça, un peu dans les nimbes de YouTube. D'ailleurs, j'invite les fans à aller rechercher ça. Vous tapez Jackson 5, Killing Me Softly, vous retrouverez la performance. Et Michael, ouais, c'est super. Il a quoi? Il a 16 ans, tout comme ça, mais il a une voix qui a vraiment entre deux, quoi, en train de muer. Et c'est magnifique. Ils chantent tous, d'ailleurs, une partie en solo. Et ça, c'est un moment dans le biopic, s'ils ne sont pas bêtes. Alors déjà, je fais un gros pari. Ils pourraient faire un moment sympa sur le groupe. Montrer, parce que, en fait, ce moment-là, t'as tout dit, quoi. Je vous en parle parce que c'est un moment donné où, dans leur carrière, ils prennent un petit peu leur contrôle, ils s'échappent un petit peu de Motown, ils vont à Las Vegas faire des concerts, et ça fait partie de leur concert à Las Vegas, ce truc-là. Donc, ça montre un peu leur volonté de faire des choses différentes de ce qu'ils font chez Motown, quoi. Et je trouve que c'est un truc qui serait bien de faire connaître au grand public, parce que c'est inconnu du grand public. Donc, inédit pour le grand public, si je veux dire. Ouais, ben, moi je rejoins un peu ce que tu dis, Richard, par rapport à la découverte d'inédit. En fait, je comprends, Mickey, je vais rebondir par rapport à la notion de fuite, parce que moi j'ai un peu une ambivalence par rapport aux fuites, mais si je reviens un peu dans mes souvenirs de fan, bon, je vais reprendre The Ultimate Collection, parce que The Ultimate Collection, ça a été je pense, la sortie que j'ai le plus attendue. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, elle n'a pas arrêté d'être reportée, la sortie de The Ultimate Collection. Moi, à l'époque, je me souviens, je rentrais en 3e et j'avais prévu de l'acheter pour septembre. Après, ça reportait en octobre. Après, le 15 novembre. Après, le 21. Après, je veux dire, je me souviens des dates. Et j'avais tout calé, quoi, pour aller à 7h du mat au Virgin Megastore de la Défense. Tu sais, celui qui était en bas, qui ouvrait à 7h du mat. Oui. Et j'avais calé pour pouvoir aller à celui-là avant d'aller en cours, qui commençait à 8h, quoi. J'avais calé le tram et tout. C'était nickel. Et ils n'arrêtaient pas de reporter. Et en fait, ce qui était fou, c'est que il y avait la première découverte. Pour moi, c'est le moment où tu découvres la tracklist. Tu vois, t'as cette première étape, c'est presque des préliminaires, quoi. Tu découvres cette tracklist et tu vois tous ces titres inédits. Et puis le lendemain, tu dis, il y aura aussi On the Line. Moi qui, à l'époque, n'avais jamais écouté On the Line, j'étais fou. Et puis, tu sais, après, ils avaient rajouté justement We've Had Enough, qui était pas sur la tracklist dès le début. Mais tu voyais ça, c'était juste incroyable d'essayer de projeter, d'imaginer à quoi ça pouvait ressembler. Ensuite, tu avais cette deuxième étape où tu avais les extraits je crois, de 30 secondes qui étaient dispo, qui te donnaient un avant-goût. Et ça, pareil, c'était incroyable à découvrir. Et après, enfin, le moment où tu as l'objet dans les mains et tu mets le CD et tu vas écouter les chansons. Et puis moi, à l'époque, j'avais jamais entendu Is On Down the Road. J'avais jamais entendu You Can Win. Pour reprendre des chansons en plus qui étaient déjà sorties sur d'autres supports. Et c'était, la sensation était juste extraordinaire d'entendre tous ces blocs-là un par un. Et je trouve qu'il n'y a pas plus belle sensation en termes de découverte que celle-là. Tu vois, ce processus où tu découvres la tracklist, où éventuellement tu as les extraits s'ils sont dispo, et de pouvoir l'écouter ensuite entièrement. J'essaie de vous lire le chat en même temps. Et je trouve qu'on l'a perdu. Et moi, sur les fuites, tu vois, Mickey, moi, j'ai une ambivalence. Moi, j'avais un côté aussi où je me souviens, par exemple, quand j'allais sur le forum d'MJ France et que je voyais
nouvelle démo qui a leaké. Tu sais, à l'époque, on n'avait pas YouTube. Je me dépêchais de cliquer sur le lien, tu sais, avant que le lien soit supprimé. Parce qu'on savait que les liens de téléchargement des leaks à ce moment-là étaient très vite supprimés. Et moi, je me disais, ah là là, il faut très vite que je clique sur le lien. Donc, tu vois, si j'étais en cours ou quoi, et que je voyais ça, c'était extrêmement compliqué. Et donc, je ressentais le même plaisir, quoi, avec plus ce stress, tu sais, de perdre le truc. Ensuite, maintenant, aujourd'hui, c'est un peu différent. C'est un peu différent parce que, ou ce que tu disais, Mickey, où je te rejoins, c'est que moi, j'ai un côté où, genre, je vais prendre encore l'exemple de Chicago 1945, je vois qu'elle a leaké, je me dis, je vais enfin pouvoir écouter ce morceau. Et d'un autre côté, je sais que elle arrive dans des conditions qui vont contre mes valeurs, entre guillemets. On est quand même sur du vol, on est sur de l'enregistrement à l'insu de l'artiste qui vient gentiment la faire découvrir à un séminaire. Et je me dis, c'est terrible pour Porcaro. Je me demande le message aussi qu'on envoie vis-à-vis de ces producteurs qui ont des morceaux inédits comme ça, qui viennent les faire écouter. Et le message qu'on envoie, c'est ne faites surtout pas écouter ça dans les séminaires. Enfin voilà, il y a cette gêne, mais en même temps, tu peux pas te retenir de cliquer, quoi. C'est plus fort, quoi. Moi, je parlais de fuite surtout dans le sens que le truc de la fuite, c'est le seul moyen qu'on a aujourd'hui d'avoir peut-être un morceau qui est vraiment authentiquement de Michael, quoi, et pas trafiqué par les steaks, avoir une version complètement différente. C'était plutôt dans ce sens-là, la fuite. Après, c'est sûr que c'est pas des conditions optimales, c'est pas. C'est plutôt dans ce sens-là que je le vois. Oui, tu veux dire qu'aujourd'hui, c'est sûrement le moyen le plus authentique de découvrir quelque chose. Ça, un vrai morceau. Si je reprends un peu tes termes. Je suis d'accord. Je comprends. Oui, parce que je comprends ce que tu veux dire. Ça vient d'un collaborateur, ça vient d'un tout, effectivement d'un séminaire. D'ailleurs, moi, je pense globalement, c'est pas un lieu pour faire écouter des choses comme ça parce que ça prend trop de risques et la preuve. Bon, ça, c'est mon avis. Et on sait il y a eu beaucoup de choses qui ont côté joué comme ça, mais c'est un jeu, hein, c'est un peu, je ne vais pas parler de roulette russe, mais c'est un pari. Mais effectivement, les fuites, quelles qu'elles soient, moi je reviens sur Love Never So Good ou d'autres, hein, même j'ai bien aussi vécu l'arrivée des démos d'Angels à l'époque, qui était dingue parce que c'était quelques mois après la sortie de. En plus, on n'avait pas eu de bonus CD pour D'Angels, donc quand ces démos commençaient à fuiter, d'ailleurs via eBay, ça commençait par des ventes sur eBay. Donc c'était assez dingue. Et c'est vrai que ça vient d'une source qui était de toute façon proche du process. Donc, bon, après, voilà, qui fait ce choix-là de les diffuser à un moment donné. Ça regarde cette personne et puis c'est comme ça. Mais effectivement, je pense que ce que nous dit Mickey, c'est qu'il y a moins de risques de dégradation, de déparition, de retravail, de rebidouillage. Voilà, c'est le fichier qui arrive, il est comme il est. Et pour le coup, c'est vrai que ça nous donne une connexion avec ce matériel-là qui est plus authentique. Après, on se sent un peu privilégié, je trouve. Tu sais, quand il y a un inédit qui leak comme ça, parce que on sait que ça va intéresser la communauté de fans, que ça va pas du tout intéresser un amateur de musique particulièrement. Mais je trouvais que dans le leak, des fois, et puis je sais pas si vous l'avez vécu, moi je me souviens qu'à une époque sur MJ France, enfin je dis MJ France, mais c'était l'époque d'MSN où moi je discutais avec d'autres fans et tu avais des fans qui disaient ah bah moi j'ai telle démo de ça mais je la partagerai pas. Tu sais, il y avait presque un côté orgueilleux dans la possession des inédits. Le problème de l'inédit sur des fans, c'est que il y a des gens qui ont fait des fichiers de chansons, mais ces personnes-là n'ont pas composé, écrit ou produit le morceau. C'est juste qu'ils ont une copie, mais pour eux c'est leur propriété. Donc c'est tout le côté dangereux et qui peut. Enfin, moi, je l'ai bien connu et je m'en suis vite mis à l'écart de ça parce que c'est vrai que ça peut être très compliqué, ça peut gâcher les amitiés, ça peut être très compliqué à plein de niveaux. C'est comme ça, parce que c'est l'humain qui rentre dedans, c'est du côté orgueilleux, de l'ego, de la possession. Mais ce que je vous dis là, ça vaut chez les comités de fans de Prince. Oui, c'est très généraliste. Tout à fait. Moi, je connais très bien Raphaël Melki, qui est le grand monsieur Prince en France qui gère Je Copie. Et voilà, donc lui me racontait comment les inédits se vendaient dans les petites annonces dans les journaux à l'époque, sur les cassettes, recopier. Alors, le son à la fin, je ne sais pas comment ça sonne.
aux cassettes audio. Mais c'est comme ça, c'est le propre problème du fan qui, qui cherche une dose de drogue. Pas jusque-là, mais lui, c'est comme ça qu'il en parle. Mais c'est qu'on dit, tu cherches quelque chose, une excitation, plus, et quand tu mets le pied là-dedans, tu as commencé à avoir un inédit, 2, 3, 4, tu veux encore plus, et tu peux aller très loin dans le process, mais tu peux aussi te prendre 2, 3 portes dans la gueule, tu peux aussi utiliser des plumes. Donc, c'est un jeu auquel il faut faire très attention, et il faut… je pense que les gens qui étaient à fond dedans, qui en sont revenus aussi, qui aimaient plein de choses, qui s'en sont séparés ou autres. Mais c'est un univers qui est très, 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 très particulier, peu importe l'artiste, ce soit Michael, ce soit Prince, ce soit des artistes comme ça, qui ont fédéré des fans très passionnés, sur lesquels il y a un gros engagement, tu vois. Et c'est vrai que c'est une économie qui est très particulière et qui même, je pense, sur un plan purement, entre guillemets, sociologique, serait intéressante à étudier parce que ça démontre des comportements qu'on peut trouver dans d'autres milieux, tu vois, mais de la possession, de la jalousie, du partage, du non-partage, ça va très loin, quoi. Ouais, je comprends. Hop, vas-y, Mickey, hop. Tu disais Imul, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ouais, mais Imul, moi, j'ai pas souvenir d'avoir téléchargé des inédits sur Imul. Il y a Rudy qui a posé une question très pertinente, qui nous dit, mais les vols seraient pas la faute de l'estate ou du pognon de l'égoïsme? Alors, moi, je trouve que c'est une question pertinente. Est-ce que la non-action de l'estate à sortir des choses qui provoque justement cette sortie? Parce que, d'ailleurs, je vais pas parler en son nom, mais je vais me permettre quand même d'évoquer la question. Celui qui avait fait fuiter Chicago 1945 et qui l'avait enregistré à l'insu de Porcaro, s'était défendu de cet argument-là en disant, bah voilà, moi j'ai fait ça parce que comme l'estate sort rien, c'est une manière de montrer que si l'estate avait sorti plutôt Chicago 1945, j'aurais pas besoin d'en venir à cet acte, je vais prendre les grands mots, un peu terroriste, quoi. Mais je trouve que la question posée, Rudy, pour le coup, est très intéressante. Alors, est-ce que vous pensez que les leaks doivent exister parce que l'estate se bouge pas assez les fesses? Après, je pense que la réponse est dans la question. Je pense que la réponse, elle est dans la question. Si on avait un estate super compétent, le problème ne se poserait pas. Il n'y aurait pas le problème des fuites, quoi. Il y aurait un travail de qualité qui serait fait et ce problème-là ne se poserait pas. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Parce que un truc d'ego, c'est comme tu dis, le gars, il sort la fuite, il a un peu l'impression d'être le héros pour les fans. Ouais, vous avez vu, ils vous sortent rien, moi je vous donne quelque chose à manger. C'est un peu… Que si l'estate faisait son boulot correctement, oui. Ça, c'est vrai, je te rejoins là-dessus. Après, c'est un peu le problème de ce qui est interdit et qu'est-ce qu'on fait pour avoir une source de plaisir quand un truc est en gros, comment on peut avoir accès aux fruits défendus, quoi. Je vais pas faire le parallèle entre, tu vois, entre l'herbe, enfin, comment dire, le cannabis et sa dépénalisation. Enfin, tu vois, je fais un parallèle un petit peu fort, mais il y a autant de trafic parce que c'est interdit. Tu vois, il y a autant de… Au moment où tu serres les vannes sur un truc et que tu sais que vient une autre prise, quelqu'un va pouvoir peut-être débloquer les choses. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, l'estate ne fait pas ce qu'il faut. Alors, si même malgré tout, il sortait toutes les démos, les choses qu'on voudrait, peut-être que du coup, on en voudrait aussi encore plus. Si on apprenait qu'en plus d'avoir plein de démos de l'époque, on va dire Dangerous ou History ou Bad, on pourrait aussi choper un concert en HD qui tombe comme ça en pirate, parce qu'il y a aussi, on n'a pas beaucoup de vidéos audio, mais il y a aussi tout ce qui est en vidéo, qui sort aussi régulièrement, les vidéos, les photos de Michael. Mais je pense que le fan qui est vraiment passionné, de toute façon, il en voudra toujours plus, et c'est normal, c'est légitime, c'est sa passion, donc c'est comme ça. Il y a les fans qui veulent collectionner beaucoup d'objets, et d'autres qui veulent avoir, au contraire, plutôt accès au contenu, à la musique, à l'œuvre. Donc il y a vraiment aussi encore une fois, Michael a un public tellement large qui réunit ces deux populations-là. Mais après, moi, oui, effectivement, je pense que l'estate, en tout cas, pourrait, à toutes les cartes en main pour limiter ce qui s'est passé dans les dernières fuites qui étaient purement catastrophiques. On aurait pu éviter toutes les fuites des morceaux comme Faces, comme effectivement dans Chicago 1945, enfin, toutes ces choses-là. Après, voilà, c'était aussi du matériel qui, pendant plusieurs séminaires, était présenté par Brad Sundberg. Et il y a aussi, encore une fois, je rappelle, beaucoup de vidéos inédites qui sont très intéressantes et qui malheureusement ont fuité, mais
À partir du moment où c'est diffusé à un endroit ou un autre, tu as toujours ce risque de fuite. Hein. Là, je prends un autre qui n'a rien à voir, qui est beaucoup plus anodin, mais j'ai récupéré des CD pirates du bas de tour enregistrés depuis la fosse, enfin, depuis l'audience, quoi, mais avec un très bon son de l'époque. D'ailleurs, on en parle dans le magazine Jam de ça, dans le dernier. Et moi, je ne suis pas très enregistrement pirate dans la foule et tout, mais là, pour le coup, ça est vraiment. Enfin, le son est tellement bon que ça m'a séduit. Et voilà, donc ça démontre que malgré à l'époque toutes les questions de sécurité, machin compagnie qu'il pouvait y avoir sur les entrées du bateau, notamment au Japon, il y a un mec qui est rentré avec un enregistreur et puis il a fait ce qu'il voulait. C'est pareil pour Prince, pour plein d'after-shows qu'il a pu faire. Moi, je me rappelle dans les conventions du disque, on voyait toujours les mecs qui arrivaient avec leur CD de Prince gravé les semaines d'avant, du dernier after-show qu'ils venaient de faire à gauche ou à droite. Et ça se vendait à pas de prix. Il y avait même les répétitions de sa prestation à Nulle part ailleurs. Il y avait un mec qui avait réussi à faire fuiter les répètes de Prince, quoi. Et donc, c'est ça, en fait. Donc, c'est. Comment dire, les voix officielles ne le sortent pas, il y a d'ailleurs une organisation de personnes qui vont faire que ça va sortir. Et en fait, on se rend compte que chez Michael et chez Prince, bon, ben, ça s'est bien organisé de chez eux, en tout cas. Hein. Donc, après, je ne connais pas trop les autres cas d'artistes, mais ces deux cas-là, oui, pour les avoir bien approchés, on se rend compte que bon, ben, les choses sortent au fur et à mesure. Et mais ce sera peut-être l'objet d'un autre live, mais c'est pareil pour les vidéos. Hein. Moi, je vois des gens qui sont à fond sur l'époque Triumph. Des fois, je vois passer des trucs où on m'envoie des choses sur cette période-là. Je me dis, ah ouais, effectivement, il y a plein d'images qui ont été faites, qui ont été tournées. Et on espère qu'un jour, ça sortira, mais bon, c'est toujours un problème. Ouais, je comprends. Ok, bah en tout cas, c'était une bonne question. Ouais, c'est une bonne de question. s'interroger justement sur ces notions. Alors, je lis le chat en même temps. Hein. Encore une fois, vous êtes beaucoup à réagir, donc voilà, on comprend un peu la situation. D'autres qui disent que c'est inadmissible les vols. Et de toute façon, je pense qu'on sera tous assez unanimes pour dire que le vol est inadmissible. Alors, il y a Wally qui disait juste les Jackson 5, ils ont enregistré plus de 400 morceaux à la Motown et ils en ont sorti environ 200 officiellement. Bah, de toute façon, si on retourne à la période Jackson 5, c'est peut-être aussi ce qui a été l'école de Michael à enregistrer beaucoup de morceaux pour avoir des archives. Et ce qui laisse penser aujourd'hui que les coffres sont encore plein de choses. Hein. Mais c'est vrai que les Jackson 5, ils passaient leur temps à enregistrer. Donc, Michael a appris à travailler comme ça, finalement. Mais c'est vrai que j'ai l'impression... Enfin, l'inédit Jackson 5 est quelque chose de moins friand. Malheureusement, il intéresse moins les fans que l'inédit de Michael chez Epic. C'est comme ça, parce que de toute façon, de manière générale, on voit bien, il y a un intérêt chez les fans de Michael qui se déclenche à partir de The Wall Thriller. Parce que moi, je connais des fans qui n'aiment pas The Wall, hein, qui ne sont pas du tout attirés par cette époque-là. Moi, je trouve que c'est brillant. Moi, j'adore aussi l'époque Motown. Mais sur Motown, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont, dans les années 2000, fait pas mal de choses. Ils ont réédité des jeux full jukebox music, le Live in Japan, le Boogie, fait plein de choses. Après le décès, ils ont fait la compilation I Want You Back, With Masters, qui était incroyable, avec le Dr. Cup, des choses géniales dessus. Ouais, après, je l'adore ce CD. Ils ont fait le coffret comme Get It. Voilà. Ouais, il est génial. Qui était bien, mais qui était, pour le coup, je n'ai pas trop chargé, mais il y avait trop d'un coup. C'est-à-dire qu'on en avait, je crois, Non, mais t'avais la version studio de Feelings Alright. Moi, j'étais ravi de l'écouter. Et la reprise de Canary Love, j'adorais. Mais il y a beaucoup d'autres morceaux qui étaient dessus. Enfin, ça se télescopait. Enfin, je trouve c'était peut-être. Je préférais à la limite encore un autre CD de 10 titres à la I Want You Back et encore un autre après, tu vois, pour mieux digérer. Parce que là, on a reçu tout ça d'un coup. C'était un peu too much. Mais tu vois, il y a encore plein de choses qui existent. Il y a des morceaux de Michael en solo qui n'ont pas encore été sortis chez Motown. Bien sûr, avec les frères, il y a plein de choses qui existent. Bon, je pense qu'à un moment donné, Motown, ils vont peut-être que avec le public, ils vont nous faire un truc. Hein. C'est pas interdit. Ce serait intéressant qu'ils nous fassent une petite sortie avec un inédit ou deux pour ce moment-là. Mais en tout cas, c'est vrai que de manière globale, la période Motown est toujours un petit peu sous-cotée ou sous-estimée ou pas assez valorisée, je pense. C'est dommage parce qu'elle manque d'intérêt. Et tu vois, pour donner un exemple tout bête, quand j'ai fait la vidéo sur ABC, je savais que c'est une vidéo qui allait attirer moins d'intérêt
qu'une vidéo sur Invincible ou sur History. Mais tu sens qu'il y a un engouement qui n'est pas du tout le même. Parce que les Jackson 5, bon, Michael avait 10 ans, on était quand même sur juste un artiste qu'on faisait chanter, où il n'y avait pas tout ce processus créatif qu'il a eu après à partir de Destiny. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que. Parce qu'on les bat comme contrôle de Motown, non pas indépendant. Moi, comme j'avais marqué, on me l'a reproché que c'était le premier boss band. Enfin, techniquement, oui, c'est ça. C'est un groupe qui était très marketé. On se rend compte plus avec le recul que le groupe était fait comme ça. Mais son grand attrait, c'est un groupe de frères. Et après, les Osmond Brothers enchaînent le pas et autres parce que voilà, ils vont dupliquer le moule. Mais voilà, ils étaient interprètes uniquement. Mais il y a quand même des choses incroyables chez Jackson 5. Il y a des albums que je trouve incroyables. Get It Together, le morceau Buttercup avec ses Wonders, c'est dingue aussi. Et là, beaucoup, on est dans des choses rares. C'est des choses, c'est pas inédit, mais c'est du rare. Et quand vous parlez en soirée avec quelqu'un de ça, vous commencez à lui dire qu'il y a une chanson qui s'appelle Buttercup. Je pense que vous perdez un peu tout le monde. Et qu'après, on fait écouter ça. Ouais, quand même, ça tape bien et tout, ça rend bien. Parce qu'il faut prêter aussi un peu l'oreille à ça, il faut prendre le temps. Je pense qu'il faut. C'est une carrière de 4 décennies, donc il faut aussi que les gens comprennent que 4 décennies sur en plus une époque. Enfin, c'est 4 décennies où la musique a beaucoup évolué, quoi. Parce qu'on passe de la bac à. Je me suis surpris cette semaine-là à entendre un morceau de Michael Petit avec Minnie Riperton que j'avais jamais entendu. C'est Amin Love Again. Ouais, c'est ça. Amin Love Again, mais il était pas petit. Parce que c'est un duo virtuel en plus. Voilà, on y revient, duo virtuel. C'est 2 ans après qu'elle décède, en 80. Et Michael a vu, c'était Epoch of the Wall. Par la voix, il me semblait. Enfin, ça ne semblait pas la même voix que. Il y a très peu dedans, mais c'est que sa voix elle est plutôt de tête, donc ça fait penser à Michael un peu, mais c'est 80. Mais je pense qu'ils ont essayé aussi de raccorder le son de l'enregistrement de l'époque, quoi, pour que ça soit assez homogène. Je me suis pas dit que c'était Michael de l'Epoch of the Wall, quoi. Ouais, mais c'est pas un morceau sur lequel je reviens souvent, moi, I'm in Love Again, personnellement. Alors là, je vais vous dire, je vais raconter un peu un vieux souvenir de guerre, mais nous, à l'époque, avant Internet, avant tout ça, et mon ami François Lars, il est encore sur le chat pour en témoigner, nous, on avait cette liste qui était publiée dans Black and White numéro 2 et le liste Quiz in Chase. On cherchait toutes les collaborations sur lesquelles Greg fait des vidéos absolument incroyables, d'ailleurs. Je tiens à te saluer ce soir, parce que tu es un des rares qui fait des vidéos sur les collaborations qui revient sur chaque chanson annexe de Michael. Mes petits shorts featuring Michael Jackson, là. Incroyable. C'est génial ce que tu fais. Enfin, je suis très content. J'adore voir tes vidéos sur ce thème-là, parce que moi, j'adore cette période de la vie de Michael, ses collaborations autres. Et du coup, nous, c'était en convention du disque, parce qu'il fallait trouver ces disques-là. Minnie Riperton, le jour où j'ai ramené chez moi, mais j'étais le roi du monde. J'avais découvert le Graal. Voilà, j'étais là. Je parlais plus à personne dans mon quartier. Laissez-moi, j'ai Minnie Riperton. Ça a duré 2 heures, le truc. Mais et voilà, j'avais la chanson, quoi. Et c'était pour nous un inédit pour le coup de l'époque, parce qu'on trouvait nulle part ailleurs que là-dessus. Donc, pourquoi le mot inédit a beaucoup changé à travers les années. Tu vois, moi, c'est marrant que tu évoques ça parce que moi, c'est vrai que, là, pour en parler un peu au niveau du contenu, de toute façon, ce que je vous propose là, les copains, c'est que on clôture tranquillement la partie inédite et puis là, on passe aux discussions un peu chill entre nous et pour élargir un petit peu les sujets comme d'habitude. Donc là, on va vraiment passer à la grosse deuxième partie du live où c'est un peu plus chill, mais moi, tu vois, ce que j'aime bien quand je fais mon contenu sur MJ, c'est des trucs dont j'aime bien justement évoquer parce que personne n'en parle jamais. Et pourtant, je trouve qu'il y a tout autant de pépites existantes. Et moi, j'adore, tu vois, quand j'ai fait les vidéos, et puis c'est toujours, en plus, je me sers toujours de la totale pour écrire ces vidéos-là. Mais tu vois, quand j'ai écrit les vidéos sur les albums des Jackson, j'étais super content de les faire parce que sur les commentaires ou sur les messages que vous m'avez envoyés certains sur Insta en me disant mais je savais pas ci, je savais pas ça, et je trouve que la période The Jackson pour moi c'est une vraie extension de la carrière solo de Michael.
Après, parce que moi, j'ai vraiment découvert dans cet ordre-là, quoi. Michael Jackson, et après Jackson 5 que j'ai pris le temps de découvrir un peu plus tard. La période Jackson 5, c'est vraiment une période que j'adore, mais c'est sûr qu'elle n'est pas à la hauteur. Alors, en termes de, là, je parle vraiment que pour moi. C'est pas à la hauteur de ce que je kiffe de Michael. Et même, j'ai été super heureux de faire. Bon, elle n'est pas encore sortie, elle va sortir le 12 avril. J'ai fait la vidéo sur les albums solo chez Motown, où il y a aussi des petites pépites. Mais tu vois, et quand j'ai sorti que ce soit les pépites inédites ou que j'ai fait les vidéos feat Michael Jackson, tu reçois ah, mais je connaissais pas ça, mais c'est génial, mais il faut que j'écoute absolument, etc. Tu vois, on connaît les plus célèbres, Somebody's Watching Me ou Eaten Alive, mais que tu balances un Muscles, que tu balances un Nighttime Lover et tout, pour moi, c'était des petites pépites, quoi, ces chansons. Mais j'adore ça. J'adore. Et je suis content de voir que grâce à toi, il y a encore des fans qui découvrent ça et qui disent ah mais je ne connaissais pas, c'est bon. Et je trouve ça génial parce que c'est vraiment la transmission la plus pure et la plus aboutie que j'adore. Et il faut vraiment que j'espère que les fans comprendront que ce que Michael après a fait sur ses albums, ça vient de ses collaborations aussi, quoi. C'est-à-dire que quand il rencontre ces gens-là en studio, que ce soit Dave Mason, que ce soit Kenny Loggins, Kenny Rogers, tout ça, ça va se croiser, ça va revenir, ça va être, voilà, il y aura des choses, il y aura des choses qui va, pareil, une Carole Bayer-Sager, soit c'est un match retour d'un truc qu'il a eu avant avec eux, enfin, c'est lié à ces albums, à ce qu'il va faire à côté, quoi. Donc c'est l'histoire parallèle qui explique. Pareil, Bill Wolfer, qui est un producteur et qui a beaucoup travaillé avec Stevie Wonder, sur qui Michael va participer à 2 chansons, mais qui est aussi produit pour Shalama, pour plein de choses, pour le label Solar, donc qui est un peu un mec de l'ombre, mais ce mec-là, voilà, les claviers Billie Jean, c'est lui. Bref, François, si aussi bien voir mieux que moi, mais moi, c'est une période que j'adore et qui fait que, alors pour nous, à l'époque, c'était proche de l'inédit parce qu'on ne pouvait pas les trouver sur ces albums, il fallait qu'on se débrouille pour trouver ces disques-là. En plus, ces disques-là, quand on les achetait, on les écoutait, je pense à The Dude, Quincy Jones ou The Brothers Johnson, on disait, ah putain, mais le reste, c'est cool aussi, quoi. Le reste du disque, c'est pas mal, ça déboîte, quoi. Quand tu écoutes The Dude de Quincy Jones, tu te dis, ouais, putain, il y a du monde dessus, il y a James Ingram et machin. Et en fait, c'est aussi des portes qui, moi, m'ont amené vers d'autres artistes. C'est-à-dire que voilà, j'ai écouté encore plus, j'ai écouté, ça m'a aussi ouvert à d'autres choses que Michael a pu faire. Donc voilà. Tout à l'heure, j'ai vu vite fait une question qui parlait de Mind the Magic. Est-ce que Mind the Magic est un inédit ou pas? Alors, c'est un peu un morceau particulier et ovni. C'est un cadeau, Mind the Magic. C'est ça. C'est pour le show de Céline Roy et qui est sorti sur plusieurs supports. Donc, il peut paraître très confidentiel, mais jamais il a été mis sur une compil Sony ou autre. Donc, il n'est pas inédit techniquement parce qu'il est déjà sorti dans le grand public, mais c'est une rareté en fait. Et ce qui est marrant, c'est de voir que Michael avait rebossé pour DC dans le fameux drill. Mais de toute façon, là, DC, tu vois, ça fait partie aussi des collabs que Michael a fait un peu dans l'ombre parce qu'elle était sortie sur l'album de Saphir sous le titre I Never Heard. Mais c'est vrai que moi, tu vois, ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai découvert tous ces duos. Bon, à l'époque, j'avais 12 ans, 13 ans et je surfais sur Internet. Encore une fois, c'était là que je découvrais un peu tout. Et j'ai commencé à découvrir ça en même temps que je découvrais les inédits. Donc, tu sais, quand j'arrivais à trouver un duo sur Internet, j'avais du mal à retrouver. Je le vivais vraiment comme quand je trouvais un inédit. Et il y en a, il y a des duos qui m'avaient marqué pour ça. Moi, la première fois que j'ai écouté Tell Me I'm Not Dreaming, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fout sur un album de Jermaine, tu vois? C'est bien sûr. Sur les 2 versions, européenne et américaine. Ouais, alors je me dis, bah, tu veux entendre Michael et Jermaine, bah, tu veux l'écouter sur un album des Jackson. Et je me souviens qu'à l'époque aussi, tu sais, j'avais le vague souvenir d'une chanson qui s'appelait Say Say Say, que certains devraient connaître. Mais bon, à l'époque, je savais pas que ça s'appelait Say Say Say, mais je savais juste que c'était le duo avec un des Beatles, tu vois. Et je me disais, putain, mais elle est où cette chanson? Je savais pas où la trouver. Et quand j'ai eu l'album, un des premiers albums que j'ai eu après le DVD de History Tour, enfin de History Tour, n'importe quoi, de History Volume 2, tu sais, j'avais acheté le coffret History.
Et je voyais The Girl Is Mine et je voyais avec Paul McCartney. Je dis, bah voilà, elle est là, la chanson, tu vois. Oui, ah, bah non. Et j'étais petit, jeune et naïf et bon. Mais des fois, tu sais, je me dis, j'aimerais bien pouvoir appuyer sur un bouton et tout oublier pour recommencer à découvrir. Ah, c'est Et, ça, la euh, découverte. et je mets The Girl Is Mine et tu sais, j'attends, je me revois écouter la chanson, tu sais, et attends de me dire, bon, ça va peut-être partir au deuxième. Ça va peut-être repartir au... Ah bah non, c'est pas celle-là. Voilà, c'est fini. Elle est où cette chanson, quoi? Et puis après recherche, j'ai découvert qu'elle était sur l'album Pipe of Peace. Je m'étais procuré l'album Pipe of Peace et j'écoutais que Say 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 en boucle. Et puis je sais pas, peut-être un an plus tard, en lisant, je dis oui, il y a un deuxième, duo avec Michael sur l'album. Mais comment ça, il y a un deuxième duo? Et là, tu vois, il y a un The Man. Et puis j'écoute le morceau et je me dis putain, ça fait un an que j'ai le CD chez moi et je peux toujours passer à côté, quoi. Tu vois, c'était tellement kiffant de pouvoir découvrir ces trucs-là que. Ah ouais, que moi, c'est pour ça que je suis super heureux quand je reçois des messages. Oh, j'avais jamais entendu ça, mais je me dis, mais j'ai envie de dire, mais t'as tellement de la chance de pas connaître ça parce que tu vas prendre le kiff de le découvrir. Ah Quoi. oui. Moi, c'est un moment enfin, en tant que fan, quand j'ai commencé à collectionner, à chercher, je pense que c'est des choses que j'ai le plus préféré à découvrir. C'est ça, c'est ces fameuses collaborations. Pour toi, Mike, C'est lequel votre duo préféré ever, en fait quoi, Le duo préféré? Alors, attends, j'arrive. Alors, pour moi, c'est très dur parce que moi, les duos, je vais pas faire des amis ce soir, mais j'ai vraiment été emballé par les duos que Michael a pu faire. Enfin, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un truc qui était un peu. Alors, je dirais c'est moi. Pour moi, ce serait c'est. En plus, j'ai vraiment Alors, quand le clip est sorti. Enfin, moi, j'ai vécu la sortie du clip du single. Et d'ailleurs, c'est mon premier Kawasato qu'on m'a acheté pour moi. Donc, c'est encore un gros souvenir. Et ouais, pour moi, c'est celui-là. Moi, j'adorais State of Shock avec Mick Jagger, parce que mon père est fan de Mick Jagger. Du coup, j'aimais bien l'énergie de la chanson. Du coup, ça te faisait un écho, ouais, je comprends. Ouais, ça me faisait et tout, c'était cool. Bah ouais, tu m'étonnes. Alors moi, tu vois, au niveau duo, alors c'est pas tout à fait un duo, mais bon, Say Say Say, évidemment, parce que moi en plus, c'est mon clip préféré, Say Say Say, personnellement. Mais si je devais dire vraiment le meilleur duo, pour moi, c'est Somebody's Watching Me. Moi, je trouve que le refrain de Somebody's Watching Me reste mythique. Il est tellement... En fait, Somebody's Watching Me, c'est une espèce d'ovni dans le sens où le refrain est tellement mythique que tu as peu de gens qui savent que c'est pas une chanson de Michael, tu vois. Et personne n'est capable de te citer Rockwell, tu vois. Personne te dira, ah, c'est Rockwell qui chante ça ou quoi. Et c'est ça qui est fou dans Somebody's Watching Me, parce que le refrain était tellement incroyable. Et puis, ah oui, et François, je suis tellement. François qui nous dit Dave Mason, c'est. Moi aussi, c'est vrai que c'est un duo que j'aime énormément. Cette chanson. Alors, c'est un duo, bon, il est un peu dans les cœurs, oui, il est duo, oui. Bon. Après, alors, c'est aussi une très bonne question. Qu'est-ce qui est duo, qu'est-ce qui n'est pas duo? Parce que des fois, il fait les cœurs, des fois, il est un petit peu plus que les cœurs. J'imagine que le duo, c'est quand tu as un temps assez, comment dirais-je, un peu du 50-50 au niveau des temps de présence sur la chanson. Mais tu vois, par exemple, moi, Say Say Say, moi, je reviens beaucoup plus maintenant sur le remix qu'on a eu en 2015, où il y a plus de parties chantées par Michael que la version de Say Say Say. Moi, quand j'écoute Say Say Say, maintenant, j'écoute plus que celle-là quasiment. C'est ça qu'elle est bien. Je sais pas si vous l'avez entendu. Ah ouais, alors ça, là, pour le coup, on revient sur le côté inédit, machin, bidule. Retravail, c'était retravaillé par les bonnes personnes pour ce projet de réédition. Et c'est bien, quoi. Cette version, elle est géniale. Oui, bah, t'avais plus d'adlib et d'entendre Michael chanter le Say, Say, Say. Enfin, moi, je me souviens, j'avais adoré écouter ça. Mais vraiment. Alors, il y a le chat qui réagit un peu. On nous dit This Time Around avec Biggie. Alors, c'est pareil. This Time Around avec Biggie, est-ce que c'est un duo, ça? Parce que Biggie. Oui, bon, c'est un duo parce qu'il y a un featuring. Oui, bon, c'est peut-être assimilé, je pense, à un duo parce qu'il y a une bonne participation. Sur le rap, c'est pas Michael qui allait le faire, de toute façon. Donc, oui. Moi, j'ai beaucoup aimé This Time Around. Hein. Je me rappelle quand c'est pas sorti en vrai single, mais c'était uniquement du single promo. J'étais un peu déçu parce que j'aurais trouvé que le morceau méritait une exposition plus forte, quoi. Et bon, après, sur Blood, il a été massacré par Morales une fois de plus. Donc, Biggie, il est... remis Biggie,
C'est ça? Il y a Stéphane, il y a Stéphane qui parle d'une chanson qui est très intéressante à évoquer. C'est vrai qu'on l'a pas évoquée de toute live. Donc Stéphane, tu nous parles de All in Your Name. Et moi, alors, All in Your Name est très très intéressante à évoquer. Pourquoi? La façon dont elle est sortie, je trouvais que c'était génial et qu'on aurait dû encourager ce genre de projet. Parce que pour vous resituer, bon, vous devez vous souvenir les garçons, mais c'était Barry Gibbs qui avait proposé la chanson sur son site internet, je crois, pour les 2 ans du décès de Michael, parce que c'était en 2011. Et en gros, il proposait d'acheter la chanson 1 euro. Donc moi, je l'avais fait, je l'avais acheté la chanson. Et je trouvais que c'était génial. Et je l'avais acheté parce que je voulais favoriser cette idée-là, de dire que s'il y avait des producteurs et tout, qui avaient des morceaux comme ça un peu inédits, qui puissent les sortir. Alors après, s'il y a une part à l'estate qui revient ou quoi, bon, ça ils font leur popote entre guillemets, mais je trouvais que c'était une super idée de sortir le projet. Alors après moi, All in Your Name, vocalement, je suis pas fan de la partie chantée de Michael, tu vois. Je l'ai toujours trouvé un peu brouillonne. La façon de chanter de Michael sur le morceau. Mais par contre, j'avais adoré la manière dont c'était sorti. Toi, je sais pas ce que tu en penses, Mickey. Moi, j'avais adoré la mélodie de cette chanson. Après, la partie chantée de Michael, c'est pas ce que j'ai préféré de lui, mais globalement, j'avais bien aimé la chanson. Puis j'avais bien aimé, comme tu viens de dire, la façon dont c'était sorti. Ouais. J'ai bien aimé. Puis la vidéo le clip, c'est l'enregistrement en studio là. C'était, ouais. J'avais beaucoup aimé. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, il y a François qui nous a cité We Be Bowling. Ah oui, We Be Bowling avec Ice Cube. Ouais, alors je crois qu'on a 2 versions de We Be Bowling. Hein. Ouais. Donc avec Ice Cube et Shaquille O'Neal, et c'est vrai que c'était assez sympa. Et oui, et il y a Noël Pascal qui nous cite What's Up With You, ça aussi c'était génial. C'était bien. Ouais. Et d'ailleurs, sur l'album Feelings Alright, on avait un deuxième morceau où Michael participait. C'était le morceau Yeah. Ouais. Avec plein d'artistes dessus. Ouais. Qui ouvre l'album. C'est le premier morceau de l'album. C'est le premier titre qui ouvre l'album. Ouais. Et du coup, ça je savais pas. Avec Drake, là, c'est considéré comme un featuring, c'est pas vraiment un duo, parce que ça a été marketé un peu comme un duo, du coup. Bah, c'est un duo virtuel, du coup, c'est Don't Matter to Me. Ouais, c'est ça. Ah oui, avec Drake. Tu parles de ça. Ouais, bah ouais. Ça c'est frustrant, parce que tu dis qu'il y a une démo avec ce Don't Matter to Me qui existe quelque part et tu peux pas l'entendre, quoi. C'est presque frustrant pour moi, le duo avec Drake. Parce que, en fait, je voudrais pas qu'on favorise des projets comme ça où on prenne des inédits pour en faire des duos virtuels comme ça. Je trouve que ça, c'est une très mauvaise manière de découvrir de l'inédit. Je suis entièrement d'accord. Et en fait, ça reboucle un peu ce qui a été fait sur l'album de Brandy avec le morceau It's Not Worth It, où Jarkis a utilisé une boucle vocale de Michael fait sur un autre titre d'ailleurs qui n'est pas sorti d'Invincible. Ils ont juste pris ça pour le mettre en boucle. D'ailleurs, Brandy, le morceau est très bon. Hein, moi, j'ai dit, sur cet album-là, Full Moon, pour moi, c'est vraiment une pépite. Mais effectivement, pareil, ouais, je me dis, en fait, ce morceau, la boucle où Michael chante ça, où est le titre, quoi? Où est-ce qu'il est ce titre? C'était le titre, c'était quoi? Ride With Me, c'est ça? Ça, c'est sur l'album de Jerkins. Il a repris la même boucle pour un morceau sur son album à lui de Versatility de Ronnie Jerkins, ça s'appelle Ride With Me. Mais à la base, c'était mis sur le morceau It's Not Worth It de Brandy sur l'album Full Moon. Ouais, d'accord, ça, je savais pas. Ouais. Ça, je savais pas. Alors, il y a Rudy. Ah, bah, tu vois, ça, je savais pas du tout. Et il y a Rudy qui nous parle de l'inédit avec Lenny Kravitz. Alors. Il est sur l'album, Michael. Elle est sur l'album Michael, mais en fait, finalement, Another Day, en fait, c'est une reprise d'une chanson de Lenny Kravitz qui s'appelle Storm. Et finalement, Lenny Kravitz est quand même très très peu présent dans le morceau. Ça, moi, j'ai du mal à le considérer comme un duo, par exemple, celui-là. Non, c'est pas comme un duo. Puis surtout que Michael Kravitz a été très malin de placer ce morceau. Tu vois, comme quoi il s'est bien mis avec Branca et compagnie. Il a joué de pas mal de choses pour que ça sorte. Il a dû être il a dû trouver un bon deal là-dessus. Et c'est vrai que c'est typiquement le morceau où on disait ouais, ça va être mortel et tout machin. Puis quand tu l'écoutes, ok, le morceau est déjà fini. Et j'étais un petit peu sur ma fin moi sur Amazon. Les 3T. Les 3T. Ouais. Ouais, les duos, on en a eu 2. Il y a eu Y et on est passé sur un live duo.
On a eu Y qui a eu droit à son clip. D'ailleurs, il existerait une version solo de Y qui n'a jamais été écoutée. Ouais. Et moi, que j'adore le I Need You. Ah, moi, le dernier couplet. Oh là là, I Need You, c'est magnifique. C'est magnifique à écouter. Là, il y a Brian qui nous dit 2000 watts, c'est un feat. Alors, 2000 watts, non, c'est pas un feat. Et moi, perso, ça fait partie des chansons que j'aime le moins, 2000 watts, de la carrière de Michael. C'est pas un morceau sur lequel j'ai accroché non plus. Ouais. C'est marrant parce que 2000 watts, où il a beaucoup plu à certains, où il n'a pas du tout plu, tu vois. J'ai jamais vu de gens qui étaient dans le juste milieu avec 2000 watts. C'est vrai. Ouais. Mais sur l'album Invincible, il y a le duo sur Unbreakable, il y a Biggie aussi, du coup. C'est un peu comme This Time Around, c'est plus un feat qu'un duo, quoi. Ouais, mais c'était un peu plus posthume sur Unbreakable, si je dis pas de bêtises. C'est parce qu'il reprenait le pont de. Je reviens. Ouais, tu disais, Richard? Je reviens dans 2 secondes, D'accord. Je reviens. Ouais, ça marche. Ouais, donc je te disais, je crois que c'était posthume. Hein. En fait, ça reprenait le pont d'une chanson initiale de Biggie. Hein. Dites-nous le chat si je me trompe, parce que là, je suis pas sûr de moi. T'as raison. Ouais. Il me semble que c'était ça. Alors, il y a Wally qui nous dit « Je préfère la version de Price of Fame de Pepsi que celle de l'album. » Elles n'étaient pas tellement différentes, je crois, les deux versions. Tu avais juste les paroles qui changeaient un peu. C'est assez similaire. Ouais, tu avais juste la version de Pepsi qui disait « Let the Pepsi Way ». Mais attends, je vais remettre l'écran comme ça. Qui disait « Let the Pepsi Way », mais j'ai pas souvenir que… Voilà, nickel, on va le faire comme ça. J'ai pas souvenir que ça changeait beaucoup, Wally, si tu veux nous apporter des précisions là-dessus. Stéphane qui nous dit un cri de Prince tiré du morceau Steve in the Temple qui est juste samplé, mais sur un titre avec MJ, c'est marrant, c'est presque un trio Eddie Murphy, MJ Prince. c'est quel titre dont tu parles, Stéphane? Parce que là, je n'ai pas du tout. François qui nous dit je me pose toujours la question de savoir si Michael Jackson enregistre moins une démo de I Have This Dream avant de la proposer pour le concours en ligne. C'est une bonne question. Parce que, en fait, le I Have This Dream, tu as toujours cette frustration d'entendre juste ces deux bouts de phrase, en fait. Ouais, t'as l'instru et puis t'as le I Have This Dream, Yes I Believe et tu sais, t'en dire tu vois, c'est tout. C'est sur la fin, quoi. Il y a des yeux. Alors, il y a des yeux, c'est une grosse histoire. Excuse-moi, je retourne, excusez-moi. Il y a des yeux, oui, il y a une grosse histoire sur le concours, les fameux concours. Mais en plus, je crois que tu as deux I Have This Dream parce que tu te souviens que quand il y avait eu l'ouragan Katrina en 2006, il devait repartir aussi sur une chanson, et je crois que c'était Don't Believe It, et que c'était redevenu I Have This Dream. Et puis ça n'a jamais abouti ce truc. Après, c'était redevenu From the Bottom of My Heart, je sais plus quoi. From the Bottom of My Heart, c'est ça, t'as raison. Et il y avait Snoop Dogg qui était dessus, il y avait beaucoup de monde. Et mais il y a des yeux, il y avait un concours, c'était gagné par un certain Rick Skip, et ce fameux mec-là, Rick Skip, vous verrez sur YouTube, vous tapez I Have This Dream Rick Skip, il parle de la chanson maintenant, et il explique l'histoire, comment ça s'est fait et pas fait avec Michael, et des fois il la chante. Donc il chante la chanson avec les paroles qu'il avait écrites en fait. Que tous les morceaux de cette époque. Il l'a pas enregistré. Il y avait aussi. C'est tout à la même époque, ça a tout un peu capoté. Il y avait What More Can I Give aussi. C'était oui. What More Can I Give, ça a été encore plus compliqué. C'est le dernier projet qu'il a rapporté à bout de bras jusqu'au bout. Et d'ailleurs, c'est le dernier enregistrement, je pense notamment aussi avec Bruce Swedion. On va travailler avec lui, en tout cas à l'image. Parce qu'après, Michael va beaucoup bosser à distance. Il va recommencer à rebosser avec Bill Bottrell à distance quand il est au Bahreïn, tout ça et autre. Mais on comprend que rien n'est vraiment abouti. Il fait des prises vocales par-ci par-là, il fait des chœurs, il fait des trucs. Mais effectivement, c'est pas le même processus des démos qu'il faisait avant, quoi. Donc on sent que de toute façon, il y a une cassure de l'année 2000 dans sa production, dans sa façon de faire. Donc, oui, c'est ça. Les postes de Voice Invincible sont moins nombreux que d'autres. Oui, c'est clair. C'est clair. Mais c'est vrai que What More Can I Give, il la voulait aussi sur Invincible. Ouais. C'est Tommy Mottola aussi qui s'y était opposé formellement. Mais c'est vrai que ça a été un combat compliqué. Il y a Retro Cycling qui nous parle de Joy des Blackstreet. Moi aussi, j'aime beaucoup Joy. Et la démo,
La démo chantée par Michael, il paraît qu'elle existe, mais il n'y a rien de sûr il à paraît ce qu'elle niveau-là. existe. En tout cas, moi, j'ai vu la chance de discuter de ça avec Tammy Lucas, qui avait coécrit le morceau, et qui expliquait que au départ, elle devait faire Remember the Time. En parole, finalement, c'était compliqué. Enfin, bon, elle n'a pas. Du coup, elle a basculé sur Joy. Et moi, je trouve que c'est une chanson qui est incroyable et qui pareil. Alors moi, je pense que apparemment la version Michael existe bien et ça mériterait, pour le coup, pareil, de sortir aussi, quoi. Parce que quand on écoute la version déjà sur l'album de Blackstreet, qui est juste génial, les remixes ont été aussi très bien gérés, je trouve, sur cette chanson-là. Et enfin bon, moi, je suis un grand fan de cette chanson. Et quand en plus elle est sortie en single, j'étais encore plus content parce que c'était pas évident qu'elle soit forcément en single, quoi. Et ils l'ont sorti, bon, un peu en fin de promo l'album, mais c'était vraiment bien de pouvoir se dire qu'ils l'ont exploité et que c'est sorti, quoi. Et, ça fait partie des ballades qui, je pense, sur Dangerous ont rapporté une autre couleur à l'album, pareil. Ouais. Parce qu'on a dû avoir sûrement Put Your Hand Out et Joy, qui sont d'ailleurs un petit peu dans le même univers, et ça a apporté une couleur, ouais, C'est un peu plus. on n'en a pas dit, mais c'était. Non. Moi, par exemple, dans le Dangerous Tour, la vidéo qu'on a à Bucarest, moi j'adore l'interlude entre les chansons où ils mettent l'instrumental de Someone Put Your Hand Out. C'est génial ça. J'adore Mais Alors, ça, tiens, alors ça, j'en parlais, c'est sûrement Put Your Hand Out. Alors à l'époque, cette chanson, elle sort au printemps Sur la 80. cassette. On n'a rien demandé, on était tranquille dans l'autre coin. On a acheté Black and White, on a acheté Salut. Déjà, on se disait qu'est-ce qui va sortir en prochain single qu'il faudra. Voilà. Et arrive cette chanson qui passe sur Énergie. On enregistre tout ça à la radio avec un son dégueulasse de FM, prend trafic au milieu et tout. Et après, il y a les cassettes qui arrivent. Et bon, moi, je me rappelle qu'à l'époque, à la maison, on avait un Minitel. J'ai fait saigner pour gagner. En tout, j'ai gagné 2 cassettes. Une sur sur France 2, je crois. Et une, je ne sais plus, un jeu, je ne sais plus comment, enfin bref. Mais pareil, avoir la cassette single de Someone Put Your Hand Out à l'époque, avant qu'on comprenne qu'il y avait un CD, il faut au Japon, parce qu'après, il y a eu le CD au Japon qui avait été fait, qui est arrivé plus tard, qui était de mémoire, qui coûtait 900 francs à Lucky Records. Quand on avait, nous, on était gamins, on avait 17 ans, on arrivait chez Lucky, le CD est long, bah ouais, il a 900 francs. Ok, on rentrait chez nous. La cassette, tu la recevais, c'était comme un fou, quoi. C'était un morceau qui n'était pas sur l'album, qui était que là, qui était que sur cette cassette, avec d'ailleurs un petit Dangerous medley. C'était un truc de fou, ça, moi, Petit Dot. Et après, il y a eu le CD au Japon, bon, voilà, qu'on a pu avoir dans la collection. Et la grosse sortie, entre guillemets, mainstream, c'est sur le coffret Ultimate, quoi. Qu'on l'a retrouvé là-dessus. Moi, je trouve ça génial que la boucle soit bouclée et qu'elle soit sur un support plus largement diffusé. Mais aujourd'hui, elle est redevenue rare parce que le coffret, encore une fois, n'est plus diffusé. Et maintenant, il faut se retourner soit sur le coffret, soit sur le CD japonais, soit sur la cassette européenne pour avoir le morceau, quoi. Alors, je vais peut-être m'attirer vos foudres, mais moi, Someone Put Your Hand Out, je préfère 1000 fois la démo qui a leaké l'année dernière. Je la trouve incroyable, la démo. Tu vois, il y a des petits adlibs de Michael dessus. Elle est un peu, tu vois, elle est un peu plus rapide au niveau du rythme. Je la trouve incroyable, quoi. Tu sais, même les petits j'adore. Mais c'est vrai que moi, j'ai un souvenir au moment où elle est sortie et que c'était un morceau qui était plus très même dans son son, finalement, était différent de Dangerous par rapport à tout ce qu'on avait comme son très New Jack, plus brut et autres. Et non, moi, j'ai un souvenir de ce moment Put Your Hand Out qui est vraiment rattaché à sa sortie. Mais je suis d'accord avec toi, la démo est très bien aussi. Alors, il y a 2 chansons que le chat nous ont citées. On a eu In Our Half Time avec Lauryn Hill, qui est un duo aussi, moi, que je rêverais d'écouter. Il y a des gros sujets aussi sur l'existence de la chanson. Je sais que toi, t'en parles dans la totale de ce morceau. Quand tu parles d'Invincible. Oui, c'était vraiment un morceau que moi, on me l'a confirmé, hein, qui était. Ça, je pense Invincible, il y a un métaverse Invincible qui un jour va nous revenir dans la tronche, on va pas comprendre. On va avoir des choses qui vont tomber comme un déluge. C'est vraiment parce que Lauryn Hill, on parle d'elle, et moi, j'ai vu il y a 2-3 jours une vidéo de Robert Glasper qui tapait un peu sur elle, qui critiquait un peu son côté diva parce qu'il fallait qu'on lui parle comme ci, comme ça. Et en gros, il disait, ouais, en fait, elle dit ça, mais toute la musique qu'elle a faite, elle a volé à d'autres personnes, c'est pas une vraie créatrice et tout. Moi, j'ai bossé avec Quincy, avec tout le monde. Bon, pour dans un débat qui est autre. Mais oui, non, mais ça fait partie des.
façon, il y a des rendez-vous manqués. Hein. Il y a Lauryn Hill, il y a aussi un duo avec Will Smith à cette époque-là qui a le vent en poupe. Il y a le fameux duo avec Whitney sur If I Told You That qui ne sort pas parce que ça lit plutôt que prévu. Alors ça, par contre, jusqu'où ils sont allés dans la réalisation, je ne sais pas, mais en tout cas, ça aurait été génial de voir le morceau sortir en duo avec elle. Bon, Bah, un Michael Whitney, et là, tu vois, il y a Melvin qui nous parle aussi de Victory avec Freddie. Oui, bien sûr. Oui. Euh, Alors, ça, moi, je sais qu'il y a un fan de Queen en Hollande qui a ce morceau, mais qui a peut-être prévu de se faire incinérer avec, tu vois. Attends, il y a quelqu'un qui a le morceau. Ouais. On a Hollande, un fan hollandais qui a ce morceau-là. Ah oui. Bon, bah, je pars en Hollande demain, les gars. On a eu l'info ça fait depuis 2003-2004 qu'on a cette info-là. Et ce mec-là, il l'a, et voilà. Bon, bah, tu vois, on en parlait tout à l'heure des gens qui veulent. C'est l'histoire du leak des premières démos, c'est qu'en fait, elles étaient prévues sur un coffret, je crois que c'était pour les 10 ans du décès de Freddie Mercury. Donc, c'était prévu dessus, cette off-show qui est The Must Be More to Life Than This, et qu'à la dernière minute, ça avait été interdit par le camp de Michael, qu'il ne fallait pas que ça sorte. Donc, du coup, ce qui était déjà envoyé pour test, pressing ou pour ces autres, a été écarté, mais bon, il y a eu ces flux viennent de là. D'accord. Donc, voilà. Et ouais, Victory, ce serait un rêve d'écouter ça. D'ailleurs, la question que j'ai envie de vous poser là par rapport à ce qui se dit, c'est vous, le rachat de 50% du catalogue de Michael, est-ce que vous pensez que ça va favoriser des sorties? Normalement, dans une entente 50-50 intelligente, ça devrait pouvoir donner à Sony plus de marge de manœuvre là-dessus. Maintenant, Sony la contrôle le publishing, donc c'est les droits d'édition. Ça veut dire que si demain, un film ou une pub télé veut Michael en musique, Sony aura plus son mot à dire pour le oui ou le non qu'avant, où c'était que les sites qui disaient oui ou non. Maintenant, sur les sorties en tant que telles, en termes de création ou autre, à partir du moment où l'estate gardera une implication dans tout ça, on n'est pas à l'abri à des discussions qui font que les projets vont être toujours le fruit de compromis. Alors peut-être qu'il y aura une amélioration, moi je le souhaite, mais en tout cas, ce qu'on a jusqu'à présent, c'était des projets uniquement gérés par l'estate et qui étaient ce qu'ils étaient. Quoi. Le peu de fois où Sony a un peu pu avoir une marge de manœuvre, c'est parce qu'il y avait des grosses figures emblématiques. Encore une fois, je reviens sur L.A. Reid ou des gens comme ça, notamment qui pour Escape ont pu faire bouger les choses. Mais ça va encore des discussions sans fin. Mais normalement, ça devrait pouvoir débloquer un peu les choses. Ouais. Mais si maintenant Sony demain veut sortir des choses faites avec Quincy Jones, si Quincy Jones ne veut pas entendre parler de Sony, il va rien dire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est pas que Sony et les tech. Non, bah non, il y a beaucoup d'acteurs aussi différents, ça c'est clair. Alors il y a François qui nous dit la démo de Children of the World, People of the World a leaké à partir des serveurs Sony, mais je pense qu'il y a un lead plus abouti dans les coffres. Moi je l'adore cette démo aussi. Oui, le là. Ah ouais, moi j'adore. Et pourtant t'as très très peu de paroles, mais c'est encore une fois, c'est d'écouter le processus créatif, quoi. C'est vraiment exaltant. La production, elle est dingue. Quand tu vois comment continuer les crédits sur les CD japonais de ce qui est sorti, quand tu vois tous les gens qu'il y a dessus, et Tom Baylor, et John Rupert, toute la fine équipe de Michael qui est là, quoi, pour des morceaux, pour le marché japonais. Donc, on pensait pas être aussi important que ça, finalement. Mais il a mis les moyens, quoi. C'est des morceaux incroyables. Ouais, c'est clair. C'est clair. Alors, il y a Wally qui nous dit la version bad de Prince existe-t-elle vraiment? Non. Prince a jamais, enfin, en tout cas officiellement, Prince a jamais enregistré. Dans Paisley Park sous un pot de fleurs bien caché. Hein. Ouais. Ou alors il l'a fait sans chanter la première phrase. Avec un string de Vanity. Les gars. Alors, il y a Pierre qui nous dit pourquoi tant de discussions sur la voix grave de Michael sur 2000 Watts, il était déjà bien grave sur I Can Let Her Get Away. Alors, tu vois, moi, je trouve pas du tout que I Can Let Her Get Away ressemble à la voix de. Le timbre de voix de 2000 Watts. Et le jour, j'ai écouté un multitrack de Billie Jean où tu entends les harmonies, et en fait, sur les harmonies de Billie Jean, il y a la voix grave, en fait. Donc, oui. Après, c'est juste une question d'époque, de moment, et j'ai même en retard. Alors, après, on parle sur d'autres aspects de sa voix, le côté beatbox. Sur la cappella de Shake Your Body, on entend faire une espèce de beatbox. Je ne sais pas si vous écoutez la cappella de Shake Your Body, mais on entend faire un espèce de rythme en beatbox comme ça.
En fait, il a incorporé très tôt ces choses-là vocalement et sa voix, de toute façon, on le sait bien, était plus grave que des fois il ne le laissait paraître publiquement, quoi. Il rajoute un peu le côté sur aigu. Donc voilà, c'est le showbiz. Je sais pas ce que tu en penses, Vicky. Ouais, moi je pense qu'il surjouait un peu son côté voix un peu enfantine comme ça. Je pense qu'il avait la voix plus grave qu'il l'a laissé paraître. Mais après, pour le coup, sur la question, là, c'est vrai que moi, c'est 2 chansons. C'est la chanson d'Invincible que j'aime le moins et c'est la chanson de Dangerous que j'aime le moins. Donc, du coup, je suis pas. Mais Akhenaton Galloway, elle a eu tellement peu de visibilité. je trouve- Enfin, je veux dire par rapport à l'album Dangerous. Pour moi, c'est le titre le plus typique du New Jack Swing qui comporte le moins d'empreintes de Michael, quoi. Ça aurait pu être un titre qu'un autre artiste New Jack aurait pu sortir, tu vois, dans un sens. Mais j'adore, ça, j'adore. Bon, je suis pas objectif, c'est le New Jack Swing, de toute façon. Dans sa texture de voix, je ne pas spécialement qu'il y ait de similitude, moi, mais après. Mais c'est vrai que c'est 2 morceaux qui m'ont pas Ouais. épousé. Ben, leur point commun, c'est Teddy Riley, mais c'était Teddy Riley à 2 époques très différentes et c'est pas du tout le même Teddy Riley à chaque fois. C'est sûr. Alors, on a un petit tacle. Fred qui nous dit, si vous parlez entre vous autant, la prochaine fois, ne mettez pas le chat, les gars. Alors, Fred, écoute, on essaye un maximum à chaque fois de lire le chat et on essaie de répondre, mais vous avez beaucoup de messages et c'est normal qu'il y en ait qui passent à la trappe. Donc, navré pour la frustration que ça a pu t'évoquer. Voilà. Stéphane Melvin, c'est le cri de Prince, donc pas un duo. Oui, tu parles de la chanson de What's Up With You, j'imagine, où on entend le petit cri de Prince. Un cri de Prince. Dans la chanson What's Up With You, tu sais, juste avant que Eddie Murphy commence à chanter, on entend un petit. Oui. Apparemment, ce serait un cri de Prince. On aurait une chanson où Michael et Prince apparaissent, en plus de l'album de We Are the World. et de Centipede. Parce qu'il y a I Feel For You composé par Prince dessus et Centipede par Michael. C'est le deuxième disque où je savais pas. Ah là, tu m'apprends un truc. Stéphane qui dit Oh que non, Wally, ça s'est pas fait à notre plus grand regret. Steve, imagine. En plus, Stéphane, tu te souviens sur le live de Thriller 25, je sais plus qui nous avait dit ça, mais Stéphane, tu dois te souvenir. Quelqu'un qui nous dit il existe un duo entre Michael et Prince. Il savait plus où il avait entendu ça, mais moi, perso, j'ai jamais entendu parler d'un duo Michael et Prince. Je pense que ça, c'est le fantasme ultime de la musique pop. Sur Bad, mais voilà, ça s'est pas fait, quoi. Il y avait aussi le duo. Mais c'est vrai, ça, c'est un vrai rendez-vous manqué, quoi, un duo Prince, Michael. C'est quoi, t'avais Run DMC qui était énorme. C'était les rois du rap à l'époque. Hein. Et donc, il y avait aussi ce duo avec Run DMC qui s'est pas fait. On a aussi appris récemment avec le doc sur We Are the World qu'il aurait pu venir faire quelque chose, mais que ça ne s'est pas fait non plus. Mais non, il y a eu entre les deux au final, quoi. Ouais, parce que Prince voulait vraiment accoler son truc à lui et que, en gros, eux, ils étaient dans la lignée, la chanson elle est prête ou quoi, donc il y avait un format qui était établi. On donne pas d'ouverture à ça, quoi. Non, mais il a quand même mis un morceau sur la. Attendez. Alors là, vous me faites plaisir parce que vous citez un morceau que je déteste. Je vais y venir juste après. Alors, 2000 Watts, c'est écrit par Tyrese. Il ne savait même pas que MJ allait la chanter. C'est son manager qui l'a donné à MJ. C'est pour ça que dans l'album 2000 Watts de Tyrese, il n'y a pas cette chanson. Et ça aussi, je l'avais lu dans ton bouquin, ça. C'est typique des guerres. Des luttes d'influence, des machins où le morceau sort là, machin, du coup c'est lui qui l'a, c'est pas lui qui l'a. C'est Michael met un mot en plus, il devient co-auteur. En fait, on est dans cette époque-là où la musique c'est vraiment du business et c'est des questions d'avocat. C'est déjà un peu ce qu'on a sur l'album Victory où tu vois que dans les crédits il y a marqué Project Coordinator, machin bidule. Donc c'est que des mecs qui coordonnent les projets, qui font que tout le monde s'entend bien pour faire le morceau. Bon après, il leur sort des chansons, mais elles naissent pas naturellement et spontanément comme c'est le cas sur d'autres albums, quoi. C'est une autre... Shout, oui, c'est un peu. Alors, voilà, Antoine me fait très plaisir parce que pour moi, c'est la pire chanson de Michael. C'est la pire. Shout, je n'ai jamais compris la direction artistique de ce morceau et qu'on l'écoute et qu'on se dise non, c'est bien, on va la sortir. Moi, je me rappelle, j'avais acheté le single de Cry, je crois. C'était dessus qu'elle était dispo. Quelle pochette.
avec, et c'est franchement, j'étais rentré chez moi, j'avais écouté ça, j'avais dit, mais enfin, j'avais pas compris quoi. J'ai dit, mais c'est pas Michael Jackson. Moi, j'ai un peu décortiqué la cuisine de ce morceau parce que quand tu connais tout le monde un peu Teddy Riley, il a repris un morceau de l'album de Guy qu'il avait fait un an avant, plus le remix qu'il avait fait de Fix avec Slash. Il a mélangé les deux. Michael a fait ce qu'il a fait dessus. C'est vrai que c'est pas musicalement, on n'est pas dans une finesse absolue. À la limite, sur le côté saturé, machin, bon, je trouve que Morphine remplit sa mission, puis il y a une vraie structure, une position, voilà. Mais là, dans le côté guitare pour guitare, grosse batterie pour grosse batterie, ouais. Et le pire, c'est que ça a failli remplacer, enfin, ça failli être sur le pressage vinyle de l'époque jusqu'à la dernière minute, et que bon, ils l'ont relégué en phase B de Cry. En fait, ce single, c'est incroyable, quoi. D'un côté, c'est Cry, pleure, et de l'autre côté, c'est Shout, crie. Noir, en termes de tout. En fait, il faut le faire à l'envers, tu vois. Tu mets Shout, comme ça, tu peux pleurer tranquille après. En fait, voilà, c'est ça. C'est le single réversible. C'est que tu écoutes après, c'est bon, moi, j'aime pas tellement Cry non plus, donc tu sais que ce single-là, quand j'ai rentré à la maison, j'avais que Streetwalker qui était bien, quoi, dessus. Parce qu'il y avait Streetwalker. Une des rares fois où j'ai écouté un morceau de Michael et j'ai été dans l'incompréhension, quoi. Vraiment... Bah, en fait, tu sais que Shout, moi, des fois, il me servait juste des fois pour me la péter, tu vois, au collège, où je disais, ouais, mais moi, j'ai une chanson où Michael essaye de rapper. Et j'étais, ah ouais, mais Michael n'a jamais fait de rap de sa vie et tout, tu vois. Et ouais, j'étais, si, moi j'en ai une où Michael il rappe. Et je faisais écouter aux gens, tu vois. Et je vous disais, attention, je vous ai pas dit que c'était bien, je vous ai juste dit qu'il rappait. Mais après, mais voilà, tu vois, il y avait ce côté un peu incroyable. Enfin, je mets des guillemets quand je dis incroyable, mais d'écouter, voilà, Michael poser un son comme ça en essayant de rapper et tout. Surtout qu'on était dans l'ère Eminem qui cartonnait et tout à cette époque-là, je me souviens. Donc voilà. Alors il y a Fred qui nous dit, je crois pas aux nombreux inédits Invincible depuis, ça aurait leaké, il n'y a plus rien, les mecs, faut arrêter les fantasmes, hélas. Je sais pas. René Jerkins, il a des trucs forcément. Parce qu'en fait, il n'y a rien. Vu le temps qu'ils ont mis à faire l'album, c'est qu'il doit y avoir des propositions. Ouais, des choses, forcément des choses. Après, ça fait tellement longtemps qu'il y a forcément des morceaux. Peut-être que le degré d'aboutissement, il n'est pas abouti, enfin, c'est pas partout du 100% complet, mais il y a forcément des choses. S'ils ont bien réussi à trouver un shout qui était là, il y a forcément d'autres choses derrière aussi. Et moi, je pense que comme qu'il y a peut-être pas de quoi non plus faire 3-4 albums, mais il y a de quoi en tout cas sortir des choses bonus d'Invincible, parce qu'ils ont quand même passé un sacré bout de temps pour faire cet album-là. Si on va parler techniquement, un morceau comme Sing Voices peut intégrer dans l'époque Invincible, quoi, parce qu'il était conçu au moment où Michael, comment il était rentré en studio pour Invincible, en ce moment-là, il fait Sing. Donc, je pense que c'est aussi très varié, quoi. C'est pas forcément que du Jerkins ou du Teddy Riley. Ça peut être aussi du Michael tout seul. Ça peut pas mal de choses. Hein. Mais moi, je crois quand même qu'il y a des choses. C'était pas aussi prolifique que Bad ou que Dangerous. Parce que comme tu dis, Greg, si bien, ils ont quand même passé beaucoup de temps pour faire Invincible. Il y a quand même des choses, je pense. Bah, on a eu beaucoup de trucs de l'ère Invincible aussi, mine de rien, tu vois, sur les leaks. Et en fait, je pense que Invincible aussi a été une période où il a retravaillé beaucoup de choses déjà enregistrées. Je crois que Cheater a été retravaillé aussi pour Invincible, si je dis pas de bêtises. Oui, voilà, il y a ça aussi. Ouais. Il a rebossé des choses qu'il avait. Tu sais que c'est comme ce Driver qui a rebossé à différentes époques. Hein. Oui, il y a des choses comme ça qui sont des morceaux qui sont réincarnés à différentes époques, qui sortent pas. Hein. Leur son, ça commence sur Dangerous, ça finit sur History. Voilà, c'est ça aussi. Ouais. Alors, il y a 2 commentaires qui sont pas mal. Alors, il y a Pierre qui nous dit 0 regret pour Madonna en duo. Ah, moi j'aurais aimé écouter ça. Moi, un In the Closet avec Madonna, j'aurais trouvé ça cool. Ouais, ça aurait été. En tout cas, on serait plus souvenu que le duo Madonna-Prince qui existe et que tout le monde oublie. Je savais même pas qu'il y avait un duo Madonna. Sur l'album Like a Prayer. Voilà. Sur l'album de Like a Prayer, il y a un duo avec Prince, mais bon. Parce que Prince, des fois, était en featuring, mais pas forcément sur la voix. Tu vois, par exemple, sur So What the Fuss avec Stevie Wonder, il est juste sur la guitare. Ouais, exactement. C'est ce que j'adore d'ailleurs. Ah oui, bon.
Alors là, vous allez peut-être répondre, les garçons, parce que alors moi, j'ai pas d'infos là-dessus. C'est peut-être, ça doit être du fake. Greg, comment ça se fait qu'il y a une deuxième version de DS, Wade Robson is a Cold Man? À mon avis, c'est de l'IA. C'est de l'IA, à mon avis. S'il y a un truc comme ça qui existe. Moi, j'attends la version Karen Langford is a Cold Woman. Ce serait qui Earl? Je sais que la page Instagram, les fameuses Karen, quand je tombe dessus, cette page-là, c'est dramatique parce que je commence à regarder, genre, il est 23h et genre, t'as 4h du matin, tu vois, je passe ma vie à regarder des Karen. Tu l'avais rencontré, toi? Oui. La fois qu'elle m'a vu, elle pensait qu'elle voyait un fantôme, elle a dit qu'il est encore là, lui. Elle me déteste. Mais de toute façon, elle déteste tout, et elle n'aime pas les fans. Donc, de toute façon, elle n'aime pas les fans. Ouais, bah, de toute façon, à mon avis, je dois être loin dans le chat parce que regarde. Merci pour la clé of the Wall. J'en suis à là. Un fan hollandais à Victory. Tu vois, on en a parlé il y a un moment. J'en suis qu'à là dans le chat. Hein. Oui, ça, oui. Je remonte un peu, vous inquiétez pas. Est-ce qu'il existe un duo avec Whitney Houston? Bah, on parlait de If I Told You That, mais je sais pas s'il a été enregistré. Il y a Son of Thriller qui nous parle de Seven Digit. Il y a eu un extrait qui a leaké il y a pas très longtemps. La fameuse cassette. Alors, moi, je ne vais pas être objectif parce que je n'aime pas ce que Michael a fait avec Brian Lauren. Donc, je ne suis pas du tout client de ce son-là, sauf Mind the Magic, que Brian Lauren n'aime pas. Donc, voilà, donc ça dit tout. Mais Seven Diggy, c'était pressenti pour Blood. Hein. C'était devait sortir sur Blood, c'est pas sorti dessus. Et il y avait cette histoire de cassette là, qui était en vente il n'y a pas longtemps et qui était à un prix fou. Vous avez vu ça? Oui, bah, et tu avais la vente aux enchères là aussi, les cassettes qui ont disparu là. Donc, qui a mis cette bande aux enchères? Qui a enchéri dessus? Oui, qu'est-ce que c'est? À quel point c'était abouti dedans? Mais des fois, on dirait qu'on est dans Cat Size, on est en train de reconstituer le patrimoine d'un peintre allemand avec ses 3 filles qui courent après. Enfin, c'est un côté très, très mystique hein, autour de l'œuvre de Michael sur ça. Hein, parce que tu vois des bandes historiques qui sont juste sur le vente aux enchères qui sont retirées 2 jours après. On sent que ouais. T'as un espèce de marché noir, quoi. Mais je te dis, il y a un métaverse. Alors, il y a Étienne qui nous dit quelque chose de très pertinent, les gars. Est-ce qu'on a le droit de rire quand vous prononcez certains titres de morceaux en anglais? Mais bien sûr, c'est subventionné par l'État. Ouais, je vais vous raconter un truc d'ailleurs. Il y a un gars qui a essayé de m'incendier en commentaire sur la vidéo d'Invincible parce que j'avais prononcé la chanson Threatened et effectivement pas un accent extraordinaire. Et le commentaire qu'il m'avait mis, le gars, c'était oui, tu devrais pas faire des vidéos si c'est pour avoir un accent anglais comme ça. Et du coup, je lui avais répondu, bah si c'est que l'accent qui t'a dérangé dans la vidéo, c'est qu'a priori j'ai bien travaillé, quoi. Lui m'a un vers alors moi, c'était un Flayton, je ne sais plus comment on le prononce. Moi, j'ai eu le cas une fois avec un fan anglais avec qui je parlais. Et j'ai dit le titre, tu sais, c'est un peu comme le film avec Alain Chabat, la nuit, la Serial Killer, tu sais, quand il dit Serial Killer 10 fois. Ouais. Pareil, quoi, j'ai eu le même sketch. Mais sauf que le mec à la fin, il s'est foutu. Il dit, il y a en gros, c'est comme si je disais Frita. Je disais Friton, je disais Frita ou je sais pas quoi. Il dit, c'est foutu de ma gueule. Mais Friton, ces chansons, elle est dure à prononcer pour un francophone. Il faut aussi dire que des fois, il y a des sons typiquement anglais. Alors, si tu prononces en anglais, je dis, ouais, ça raconte, il se fait l'accent anglais, il se prend pour Céline Dion, c'est qui ce con, tu vois. Alors, si tu dis trop à la française, c'est quoi ce plouc, je ne sais même pas parler, il fait pas de vidéo. Donc, on fait quoi? Non, mais encore, et en plus, vous voyez pas les coulisses, parce que des fois, quand je dis les titres de chansons, tu sais, j'ai l'impression de parler du nez, et je te le répète 10 fois, tu vois. Et je recommence, et je me dis, bon, bah, tant pis, je vais garder celui-là, quoi. C'est celui qui est à peu près pas trop mal dit, quoi, mais c'est pour ça que ça m'amuse beaucoup. Il y a François qui nous dit, Diana Ross a enregistré des versions solo des titres de la BO de The Wiz. Ouais, je les ai déjà entendus en plus. J'ose espérer que Michael ait pu faire de même sous l'égide de Quincy, à l'instar de Can't Get Out of the Rain. Ce serait bien, mais on n'a aucune preuve de ça et aucune trace. Mais ce serait, t'imagines? Ouais, c'est un fantasme, mais c'est vrai que comme Diana Ross avait le rôle principal, à mon avis, ils l'ont fait faire à elle, quoi. Parce qu'elle avait le rôle principal.
Alors, Sylvain qui nous dit, les multitracks sont-ils des inédits malgré qu'ils soient connus? Je parle du terme, vu que souvent il y a des adlibs et des instrus. Moi, je suis assez d'accord avec Sylvain là-dessus. Je pense qu'il y a des multitracks, effectivement, où des fois tu redécouvres à l'écoute des adlibs ou des trucs en plus. Et je sais pas si vous vous souvenez sur enfin moi je l'ai eu dans le maxi CD de Bad. Tu avais une version de 8 minutes de Bad où tu avais plein de nouveaux adlibs dedans. Et moi, je le vivais littéralement comme de l'inédit quoi, quand j'avais écouté ça. Mais tu vois, sur la suite, c'est intéressant ce qu'il dit parce que tu prends un morceau des Jacksons comme Wandering Woo. Alors, on c'est oui, exact. Un couplet avec Michael, enfin un bout. Putain, mais le pire, c'est que le couplet, il est génial et il sort presque de la chanson, quoi, parce que mais oui, t'as trop raison. On n'a pas parlé de ça. C'est trop vrai. Alors, ouais, moi je suis totalement d'accord. Alors, il y a Fred qui nous dit c'est pas un tag, là, elle est géniale votre émission. Merci beaucoup, Fred. C'est juste que les trios au quator plus ce chat, c'est très compliqué. Ça marche mieux en solo ou duo. Seth, Dirty Tommy, DJ Padawan, etc. Bah après, chacun ses formats. Moi, c'est vrai que j'aime bien échanger avec plusieurs personnes. Dirty Tommy, il a pas du tout la même audience que la mienne. Hein. Lui, sur ses lives, il est sur du 400 personnes et tout. Donc, s'il devait suivre le chat, je pense qu'il s'en sortirait pas du tout. Mais écoute, on fait au mieux. Et puis, c'est le format qui me ressemble en tout cas. Et je pense que jusque-là, on s'en tire pas trop mal. Mais merci en tout cas pour le retour. C'est toujours intéressant à lire. I Can Let Her Get Away est la seule chanson de Dangerous que je n'aime pas. Ah, tu vois, Mickey. C'est vrai que... Alors, je descends un peu le chat, mais je vous jure que j'essaye de tous vous lire au plus possible. Alors, j'ai vu une petite question qui peut être intéressante. Existe-t-il un duo avec Lisa Marie? Alors, j'en ai jamais entendu parler s'il existe. Non. Je pense pas. Non. Après, il y a cette histoire comme quoi Lisa Marie fait compter Michael pour avoir des facilités, pour avoir des contrats avec des producteurs. Je pense qu'elle n'avait pas besoin de ça parce que bon, c'est comme un fils d'Elvis Presley, donc ça trouve pas des producteurs qui peut en trouver. J'ai jamais entendu parler de choses avec elle musicalement. Mais je pense pas qu'elle avait une réelle ambition dans la musique, Lisa Marie. Hein. Non, elle avait un petit peu aussi à l'époque, elle voulait faire des choses, mais bon, c'est pas été non plus viscéral pour elle. Elle l'a fait, mais puis ça n'a pas été non plus la révélation des années 90, hein, Lisa Marie Presley. Hein. Elle a pas fait. Elle a fait des choses. Hein. Après, ça a marchouillé. Mais elle a aussi compris qu'il y avait un plafond de verre et qu'elle ne pourrait pas faire plus que ça. Quoi. Ouais, c'est sûr. Alors, il y a Noël qui nous dit Shout, je ne comprends pas cette chanson, on dirait qu'elle n'est pas finie. Alors, il y a Riri qui nous dit c'est du génie, surtout les paroles. C'est par rapport à Shout, Riri, que tu parles de paroles qui sont du génie? Parce que là, j'ai du mal à être d'accord. Alors, Alex qui nous dit c'est bien, Shout, je trouve, moi, désolé. Alors, ne soyez pas désolé d'aimer des trucs qu'on n'aime pas. C'est très vraiment. Moi, j'ai pas dit que j'aimais pas Shout, j'ai dit que je comprenais d'où venait le morceau, mais que c'est vrai que le rendu final fait qu'on se dit bon, oui, qu'est-ce qui se passe? Enfin, il se passe pas quelque chose de super excitant. Moi, il y a des choses que j'aime beaucoup sur Invincible. Hein. On va pas refaire le live d'Invincible, mais je trouve que Shout, finalement, c'est des ingrédients intéressants, mais qui n'ont pas été mélangés de façon aboutie. Shout, c'est un peu comme Tout ça Zone Watt en termes de réception. C'est des morceaux qui sont assez clivants. Quoi. Tu vas avoir le côté où j'adore la chanson, où j'aime pas du tout. Tu vois, on a Fred qui nous dit Shout est affreux ou incompréhensible. Donc voilà, il y a un côté un peu clivant. Et tu vois, et derrière, il y a Pierre qui nous dit Shout est un clin d'œil hommage à un vieux morceau d'un groupe à la moutarde. Mais il y a aussi, pour ce que je disais, François, sur Brian Loren, il est revenu sur tout ça. Alors oui, c'est vrai que Brian Loren, ce qu'on peut sauver, c'est To Satisfy You, d'ailleurs, qui était un CD japonais très dur à trouver. Et moi, je me rappelle avoir été le premier à en parler sur mon site de l'époque, de mon rubrique collector. Donc, c'était un truc. Parce qu'on avait entendu parler de ce duo avec Brian Loren, mais qui était pareil, comme Michael ne pouvait pas dire clairement qu'il faisait des featuring à gauche et à droite. C'était pas clairement indiqué, c'était pas sûr et tout. Et le jour où j'ai trouvé le CD, bon, là, il n'y avait plus de doute. Quoi. Les crédits marquaient bien que Michael était et tout. Puis quand on entend, il n'y avait plus de doute. Et c'est une belle balade. Hein.
Et il y a la version de Damien Hall, donc du groupe Guy, pour ceux qui connaissent un petit peu Guy, qui avait repris la chanson avec Chantez-moi dans les chœurs, mais sur le maxi single CD promo, je crois, de mémoire, il y a en bonus donc la version instru, qui finalement reprend l'instru de Brian Run, de l'origine, quoi. C'est un peu compliqué, mais donc l'instrumental de To Satisfy You existe sur un CD promo de Damien Hall. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Mais bon, une pépite sur laquelle le Greg pourra aussi faire des choses. Alors, il y a Fred, en plus c'est une chanson qu'on a évoquée en début de live. Pouvez-vous me donner une explication rationnelle pourquoi le chef-d'œuvre We've Had Enough ou même Escape ne sont pas sur Invincible? Que viennent faire des Don't Walk Away ou Heartbreaker? Ah bah c'est très simple, c'est Tommy Mottola. Non mais c'est comme Invincible a été créé dans une douleur intense et que Tommy Mottola faisait chez Michael pour ne mettre ci ou pas mettre ça. À un moment donné, je pense qu'ils ont fait. C'est un album de compromis, hein, Invincible. Hein. Des choses qui sont sorties au détriment d'autres. Donc Jarkis, il a pu quand même garder le rôle de producteur principal, donc d'où le fait qu'il y ait ces chansons-là. Mais moi, je reste convaincu qu'il y a des choses avec Jarkis plus intéressantes qui ne sont pas sorties. Et effectivement, Michael a eu No We've Had Enough, hein, qui est sorti plus tard. Et je pense que Michael et René ont dit bon, ça, on va les garder pour plus tard, on sortira sur d'autres choses. Et voilà. Et c'est pour ça qu'après, tu as des Don't Walk Away ou Heartbreaker qui sont arrivés, qui sont pas inintéressants, mais effectivement, c'est moins excitant que We've Had Enough. Moi, quand j'ai écouté ce morceau-là, surtout 3 ans après qu'Invincible soit sorti, j'avais l'impression de retrouver Michael, quoi, sur We've Had Enough. Je me dis, ça y est, il est là, quoi, il est de retour. Pareil, moi, One More Chain, ça n'a pas été fou, hein, mais ce morceau-là, à la fin du coffret Ultimate, je me suis dit, ouais, super, quoi, ça peut être annoncer derrière encore autre chose. Ok. Alors, il y a Musique to Steph qui nous dit François, à l'époque sur MJ Street, tu avais partagé un titre enregistré, enregistrement à Paris où Michael faisait les chœurs, mais impossible de me rappeler l'artiste et le titre. À Paris. À Paris. Ça vous parle? Non, je sais qu'il y avait dans les chœurs. Je sais que Michael a fait les chœurs, c'est Joey King Carrasco, mais c'était pas à Paris, c'était un studio, une histoire sordide où Joe demandait de Dans l'argent. Leather Woman. Voilà. Mais peut-être que François va nous dire, je pense qu'il est connecté là. Ouais, alors par contre, je vous préviens, si François répond maintenant, on le lira dans 5 minutes à peu près. Oui. Alors, MJ a rechanté PYT pour All Eyes on Me. Ah, alors, Rudy qui pose la question, c'est vrai qu'on n'a pas répondu, mais la question est revenue beaucoup parce que c'est compliqué d'y répondre. À combien estimez-vous le nombre environ d'inédits? Alors pour PYT, en fait, René Jarkis a eu accès aux bandes démos d'origine de Michael. Donc, là, il fait partie de ça. Donc c'est ça en fait qu'on a. Et pour le nombre d'inédits, waouh, c'est très dur à quantifier. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a ce que Michael a fait tout seul, et voilà, et tout ce qui a été fait à gauche et à droite avec plein de gens. Donc, mais quand lui-même il disait qu'il composait entre 60 et 100 chansons par album, donc si oui, c'est ça, c'est le chiffre qu'on avait. C'est un effet d'annonce parce que c'était vraiment ce qui se faisait. Mais moi, je pense que puis il y a composé. Est-ce que c'est juste écrit sur un bout de papier aussi, tu vois? Ça va la démo sur dictaphone à la version aboutie. Maintenant. Moi, je pense que les années les plus productives de Michael en tant que compositeur, c'est entre Bad et Dangerous, quoi. C'est les années où il s'est le plus lâché et il a fait plus de choses. Parce que déjà, sur History, il recycle beaucoup, il compose un peu moins, et puis après, c'est encore une autre histoire. Mais je pense que le plus gros corpus, c'est ces années-là, en tout cas. Ouais. Alors, il y a Sylvain qui nous dit, moi j'adore Shigaret, je l'avais uploadé et écouté en voiture à fond et je passe dans le centre de Béziers avec ce titre, les fenêtres ouvertes, je me la frimais, lol, nostalgie quand tu nous tiens. Comme c'est ce que je te disais au début, c'est que quand tu avais un inédit, tu avais ce côté un peu exclusif, quoi. Ah, je suis un des rares à écouter ça. Et moi, je me souviens, tu sais, j'avais ma copine de l'époque au lycée. Et des fois, quand j'avais un son comme ça qui passait dans la voiture, je lui disais, tu te rends pas compte de ce que tu es en train d'écouter là. Il y a peu de gens dans le monde qui ont écouté ça. Tu sors, regarde, ça c'est du. C'est une bouteille de je sais pas quelle année. Non, mais t'avais ce côté genre. Alors que à ses yeux, c'était juste une chanson de plus de Michael, comme les 10 autres qu'on avait écoutés sûrement dans le trajet, quoi. Tu vois? Et pour toi, c'était le truc fort, quoi. Tu veux.
tu veux faire une autre partie ou parce que je vois qu'on est bientôt à 2h40 de live, je vais peut-être partir d'ici 20 minutes à peu près. Je sais pas si tu veux continuer sur Ouais, cette bah, partie. tu y vas quand C'est tu toi, veux, il n'y a pas de souci. De c'est toi qui me dis. toute façon, On va pas trop tarder. je lis tranquillement le chat et puis après, Moi, je pense aux gens en replay. Parce que 3 heures, ça va leur faire drôle. Non, mais je vais chapitrer de toute façon, comme maintenant je fais. Ouais. Je vais mettre la première partie sur le live complet et puis la deuxième partie chill, ce sera visible. Alors, il y a Fred. Saviez-vous qu'il y a une version longue de Are You Ready to Save the Galaxy dont le refrain est dans le jeu de danse Sega sur Dreamcast? Je l'ai entendu une fois auprès des initiés. C'est le Space Dance de Space Channel 5. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, qu'est-ce que je voulais dire? Parce qu'il y a quoi? Il y a 2-3 phrases en fait dans la chanson. Oui, il fait des phrases. Ça rappelle un peu ce qu'il fait dans Sega, le fameux AS1. Ouais, In Space Channel 5. Alors, il y a François qui a répondu. Je me souviens avoir diffusé en studio à Paris la spoken version de Heal the World. Ah, c'est la spoken version qui est sur le CD Signature Series. C'est la version où Michael part dessus sur Heal the World. Donc, je sais pas si c'est pour ça qu'on parlait. Je sais pas du tout. Je ne peux pas m'engager dans ce débat. Alors, question pour toi, Richard. Excuse de t'ennuyer avec ça, mais je sais que Richard a des anecdotes d'inédits sur le projet Decade. Oui, c'est mon projet. Je n'ai pas préféré, mais moi j'aime le Michael des entre-deux. J'aime le Michael entre The Wall et Thriller, j'aime le Michael entre Thriller et Bad, et le Michael entre Bad et Dangerous, c'est le Michael de Decade. Cette copie qui devait sortir et qui n'est pas sortie finalement, et sur lequel Michael avait pas mal planché, et donc il avait prévu de mettre dessus des versions chantées avec sa voix d'adulte de I'll Be There and Never Can Say Goodbye. Et il y avait déjà Heal the World, Black or White et Who Is It. C'était en fait ce qui était prévu là-dessus. Après, il y a eu dans le numéro ultime de Black and White, un collector qui était publié, mais qui était d'ailleurs qui fait qu'il renie même ce qu'ils avaient mis, parce qu'ils avaient mis dans un vieux numéro le track qui était prévu pour Decade. Et après, ils ont mis dans le Black and White ultime c'était une page double de collector imaginaire, en fait. Quand on comprend bien le truc. Mais non, Decade, c'était intéressant parce que finalement, dessus, Michael, on se rend compte que Black or White était déjà, de toute façon, la légende raconte que Michael avait commencé à bosser dessus pratiquement au lendemain des sessions de Bad. Et donc, finalement, le morceau, on comprend que c'était un morceau très fort pour lui, qui l'a toujours porté en fil rouge et puis qui va arriver sur Dangerous. Et je pense que cette compilation Decade, elle aurait été publiée à un moment donné où on clôturait les années 80, on arrivait dans une nouvelle décennie. Madonna avait fait un best-of, beaucoup de gens avaient fait un best-of, beaucoup faisaient des best-of pour clôturer cette décennie-là. Donc Michael aurait été dans cette dynamique-là, et je pense que ça aurait été vraiment intéressant qu'il passe par ça, et un peu pour faire autre chose. Mais il y avait aussi cette idée de pochette où effectivement on voyait les yeux de Michael comme on les voit sur Dangerous. Et en fait, quand vous regardez la pochette de In the Closet, le single, en fait, c'est la pochette de Decade. C'est c'est vrai que c'est similaire. Juste le titre qui change, la typo qui change, mais c'est la base en fait. Parce que moi, j'avais demandé confirmation au chargé de promo de l'époque de CBS Sony, c'était entre les deux. Donc c'est Larry Stessel qui me dit oui, c'était bien ça le projet de pochette, c'était vraiment ses yeux et tout, comme ça. Ce côté un peu, on voyait que ses yeux. Mais après, il y avait des hésitations sur les typos, comment ils allaient le faire ou autre. Mais ce qui est marrant de voir, c'est que sur Decade, c'est resté le concept des yeux, quelques titres. Après, voilà, on sait Michael s'est mis à composer beaucoup plus de chansons qu'il pensait en avoir. Et il a préféré partir sur comme il a fait après pour History, finalement, quoi. Oui, voilà, mais des choses de History sont des choses qui étaient prévues un peu pour Invincible, parce que les Anarchy Rebels étaient déjà travaillés sur Dangerous, Urso aussi. Donc finalement, ils vont arriver vraiment au nouveau sur History, Stranger in Moscow, DS. Cream. Cream, non? Oui, bien sûr, oui, évidemment, Scream. Là, je parlais de Michael en solo, Monet, par exemple. Je pense que Monet, c'était vraiment prévu pour History. Mais voilà, après, les choses qui sont antérieures. Mais c'est vrai que sur Decade, et pareil, malheureusement, dans les fuites de ce qu'il y a eu sur le portable de Brassenberg, on se rend compte aussi de l'évolution du projet. Il y a différentes captures de cassettes DAT
on voit les titres qui changent ou des choses comme ça. Donc on sent quand même qu'ils sont allés assez loin dans la réflexion du truc, quoi. Et ça aurait été intéressant parce que c'est un projet sur lequel on aurait retrouvé des morceaux, même des fois à la limite un peu plus rares, parce que je crois que de mémoire, ils avaient prévu de mettre dessus Somewhere in the Dark, des choses comme ça, ou même Come Together, qu'on a retrouvé sur nous en face B de Remember the Time sur la promo de Dangerous. C'était quand même dingue. Donc ouais, un projet que moi je trouve vraiment ambitieux. Et finalement, les compiles d'après n'ont pas été super intéressantes jusqu'à The Ultimate Collection. Et en fait, The Ultimate Collection reprend un peu le même séquençage d'apparition des titres que Decade. Voilà, qui résonne en apparition de titres par rapport à l'album. D'accord, ok. Parce que le History Volume 1, ils ont fait un séquençage des titres qui fait enchaîner les chansons de façon un peu musicale, quoi. Bon, Number One, c'est les sorties de singles. The Essentials, c'est en chronologique. Les Ultimates, c'est vraiment le séquençage d'album, en fait, qui est un peu retravaillé, qui est un peu repris. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. C'est clair, mais en tout cas, tu vois, il y a Andy qui te dit merci. Et tu vois, un truc bête, mais pourquoi ils ne donnent pas vie à un projet comme ça? Ils disent pas, tiens, on va reprendre ce qui était prévu, on va essayer de le mettre en boucle. Pourquoi ils ne sortent pas de remise de Leave Me Alone, toutes ces choses-là, quoi. Bah, oui, tu vois, François Kérémy sur MJ France qui fait un post, il dit, ouais, faisons une pétition pour inciter une sortie Discard Day de Leave Me Alone. Bah oui, ce serait génial. C'est clair. Alors, il y a Flo qui nous dit, vous avez vu la nouvelle vidéo de Salut les fans, il est un extrait d'une démo inédite. Alors moi, je l'ai vu, la vidéo, j'ai adoré d'ailleurs, mais je vois pas à quel moment il y a une démo inédite parce que... Des extraits de choses qu'on a déjà entendues, je crois. Il y a dans oui, il y a, en tout cas, il y a... Là. Enfin, inédit dans la communauté, j'ai pas souvenir de... Je sais pas, si tu peux préciser à quel moment, Flo. Alors, il y a Fred qui nous... Are You Ready Galaxy, c'est une chanson entière quasi finie. Une connaissance de travail à l'époque avait une partie de la chanson avec des couplets chantés par MJ lui-même. Je ne comprends pas comment un titre n'est jamais leak. Bah, c'est vrai, de toute façon, c'est comme tous les titres qui n'ont pas leak. Hein, c'est vrai que ce serait génial de pouvoir entendre ça. Men in Black sur Decade, chanson vraiment finie. Men in Black, ça date des sessions avec Brian Lawrence. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais Men in Black avait été aussi envisagé pour Dangerous après. Donc, mais le morceau, apparemment, de ce qu'on a compris, n'a pas été. De toute façon, Brian Lawrence, c'est compliqué parce qu'on voit qu'il a, comme je dis souvent, il a bossé avec 5 membres de la famille Jackson. Il a bossé avec Michael, Janet, Randy, Marlon, 4. Je pense qu'il a quand même bossé avec plusieurs Jacksons. Et finalement, il n'en est pas ressorti des choses qui sont restées intemporelles ou marquées dans l'inconscient collectif, quoi. Bah, je pense que c'est sa grande frustration à Brian Lawrence. Du coup, ouais, mais Black, oui. Moi, je me rappelle, c'était un morceau que, moi, à l'époque, j'étais abonné au magazine Off the Wall, qui était, avant que Black and White n'arrive, c'est le magazine anglais consacré à Michael. Et c'était le truc, c'était la news, quoi. Men in Black, nouveau morceau de Michael. Michael bossait à l'époque, non seulement avec déjà les producteurs-là, mais aussi on disait qu'il bossait avec Jazzy B. Pour ceux qui connaissent, c'était le producteur de Soul to Soul. Donc Michael aurait travaillé avec Jazzy B aussi. Donc ce qui s'est passé avec lui, on ne sait pas. Donc c'était à l'époque où de toute façon, il cherchait des producteurs autres que Quincy Jones. Mais même, je me souviens que dans le livre de Brice Najar, là, sur Book on the Dance Floor, il en parlait quand il parlait avec Brian Lawrence, parce que finalement, tu n'as que Superfly Sister qui est vraiment sorti sous le label MJ de Brian Lawrence, alors qu'ils ont fait Shigaret, Work That Body, Satisfy You, qui est quand même aussi sorti sur un album de Brian Lawrence, mais c'est vrai, Brian Lawrence le vit pas comme un bon souvenir finalement cette période-là. Non. Nous, avec François, on a fait des interviews avec Brian Lawrence qui ont duré des heures interminables au téléphone. Ou d'ailleurs, si je peux en parler, Brian Lawrence était même des fois dans des cybercafés parce que bon, il ne pouvait pas faire autrement à l'époque. Et moi, j'ai eu le malheur de parler, je crois, à un moment donné, de Mind the Magic. Il déteste Mind the Magic. Il ne peut pas beurrer ce morceau. Alors que moi, je trouve que c'est pour moi ce qu'il a fait mieux. Mais effectivement, on sent qu'il y a quand même un côté. Alors, déjà, par rapport à Michael, ça n'a pas été jusqu'au bout de ce qu'il voulait faire avec lui. Donc, je pense que là-bas, avec Rebi, Your Spacefully, c'est un petit peu le pansement pour faire un peu passer certaines éponges. Et puis surtout, Brian Lawrence, il y a eu aussi un gros problème, même pour son propre album, qui était sorti au Japon de façon un peu obscure, sans que lui fasse forcément contrat. Alors, comme c'était chez Arista et que Arista est après devenu chez Sony
Moi, j'ai posé la question chez Sony, qui me dit, bah ouais, en fait, c'est un contrat de l'époque, il n'est plus tout d'actualité, il a été reperdu et tout. J'ai dit, ouais, parce que ça vaudrait le coup de peut-être de ressortir l'album, de lui redonner un coup de truc et tout, mais c'est pas, faut qu'il renégocie un contrat avec Arista et Sony, quoi, Brian Loren. Donc c'est très, 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 très compliqué. Et c'est perdu un peu dans les nimbes. C'est un peu des raretés comme ça qui sont pas rééditées, qui sont pas sur les plateformes. Je pense pas qu'ils soient sur les plateformes, Brian Loren, avec ces morceaux-là. Bon. Donc voilà. Ça me Donc dit rien. on appelle ça du lost and found, quoi. C'est perdu, mais retrouvé par des fans qui le trouvent, quoi. Et c'est dommage parce qu'il y avait, je pense qu'il y a des choses à faire, mais pour aller sur ce qu'il a fait avec Michael, je trouve que le son, Serious Effect, Word Body, tout ça, ça aurait été très vite démodé dans le sens où c'est tellement début années 90, tellement. Ouais, ça vieillit mal. Encore un peu swing beat. Après, elles sont pas abouties non plus. Tu vois, quand tu écoutes un Serious Effect, je trouve qu'il y a encore du travail à faire, quoi. Bah, oui et non, parce que tu as quand même LL Cool J qui a posé dessus. C'est quand même le morceau, on sent qu'il est quand même. Ah ouais, mais moi j'ai toujours trouvé qu'il manquait encore plein de trucs. Tu vois que c'était pas une recette terminée. C'est la démo et pour lui c'est du fini, quoi, des fois. Parce que quand tu écoutes son album Music for the New World, c'est le même son. C'est le même son. C'est pareil. Ouais. Oui, bah tu vois, moi je trouvais que c'était un truc pas abouti, quoi. Ça fait pas fini, quoi. Alors, il y a François qui nous dit. Il y a François qui nous a dit les versions adultes des titres Motown sur Decade, je rêve. Mais moi, tu sais que des fois, François, je reviens sur les versions live, des fois, des medley des Jackson 5, des Bad Tours, juste pour le plaisir d'écouter les chansons des Jackson 5 avec la voix d'adulte de Michael. Moi aussi, j'aurais trouvé ça absolument génial. Moi, je me dis que la version qu'on a dans la pub Pepsi Albizer, c'est ce qu'on a, quoi. C'est une petite trace de ça. Ouais, c'est vrai. Mais moi, c'est vrai que j'aurais plus été tourné vers du I Want You Back et du ABC que Never Can Say Goodbye ou. Ouais, bon, après, voilà, je suis d'accord. Ouais. Ouais, ça aurait été génial, The Love You Say. Alors, il y a Sylvain on en a parlé en off tout à l'heure. MJ Tunes. Le MJ Tunes. Ah, moi, je m'en souviens, MJ Tunes, je le mettais. Dès que je bossais, que je faisais mes devoirs ou quoi, je mettais MJ Tunes en fond. Et moi, c'est sur MJ Tunes, donc en 2006, que j'avais découvert Love Never Felt So Good pour la première fois. Ouais, j'ai très très bon souvenir de MJ Tunes. Alors, hop. Allez, je relis encore quelques messages et puis après, on va clôturer le live, les copains. Okay. Hop, on entend une démo de Men in Black sur YouTube enregistrée par un micro. Ouais, bah, ça fait un moment qu'il y a eu plusieurs extraits de Men in Black qui avaient leaké. François qui dit elle est plutôt faible cette chanson Men in Black, mais je crois pas qu'on l'ait entendue en entière pour l'instant. Men in Black, j'ai l'impression que c'est toujours un peu le même bride répété. Puis j'ai l'impression que le jour ça va être révélé, on va dire ah bon finalement c'était ça. Ouais. Alors il y a Fred qui nous dit j'ai pu écouter du fait que j'ai l'honneur de connaître Terence Bill une version alternative plus organique de Even Can Wait. Dommage que ce soit pas celle-ci, qu'il soit resté dans une beat cible. Mais moi Fred, je me souviens quand tu avais sorti une interview sur MJ France, je l'avais lu. J'avais trouvé ça très intéressant et c'est comme ça que j'avais découvert la chanson New Girl. Ouais, je crois que c'est ça, New Girl, mais j'aimais beaucoup ce morceau de Terence Bill. C'est un super morceau avec Can Wait. Alors, effectivement, après la production, au final, ce qu'elle est, elle joue aussi sur les codes du R&B de l'époque. Hein. Mais le morceau est très bien écrit. Hein. Je trouve que c'est une très belle composition. Et pareil, qui méritait un clip très cinématographique, très joli, qui méritait des choses, quoi. Bah, moi, c'est pas ma préférée de l'album, Even Can Wait. Mais je trouvais qu'elle est. Ouais, mais alors, moi, j'aime bien. Attention, j'aime bien. Mais par contre, je trouvais qu'elle était bien passée. Bien placée dans l'album entre Break of Dawn et You Walk My World, tu vois. Tout à fait. Je trouvais que. Break of Dawn, par exemple. Ah, Break of Dawn, moi, j'adore. Mais tu vois, tu passais d'un Break of Dawn, tu tombais sur Even Can Wait et puis tu relançais sur You Walk My World. Je trouvais que ça passait très, très bien. Butterfly. Let Me Let Go de Seven, c'est Michael. J'ai pas compris de ta question, Brian. Let Me Let Go de Seven, c'est Michael. Ah, c'est du fake, ça, je crois. Ah oui, parce que ça me parle pas, donc j'ai pas compris. Massia, alors je vous écoute depuis tout à l'heure, je découvre tout et je me dis, mais bon sang, mais pourquoi je n'ai jamais entendu ou découvert tout ça avant? Mais qu'est-ce que j'aime quand vous dites ça? Ouais, mais c'est génial, ça fait vous avez une chance.
Non, mais vous avez une chance incroyable de pouvoir encore découvrir plein de trucs. Et c'est sûr. Écoutez, découvrez, prenez votre temps. Ah ouais, fais-toi plaisir. Franchement, Matcha, Achetez-vous un bon casque audio, écoutez ça bien, surtout. Alors, Melvin, John Barnes a également énormément de musique inédite de MJ, Make or Bread, Tomboy, Buffalo Bill. Qui repose en paix, le pauvre John Barnes, qui a été un des collaborateurs très proches de Michael dans la phase des démos aussi, de beaucoup de choses. Oui. Qui a même été aussi sur We Are the World d'ailleurs. Sur We Are the World, c'est le grand absent de We Are the World en fait. Et ça, je l'ai appris avec toi. Avec John Robinson aussi, qui était un grand absent qui l'a fait savoir sur Instagram. Alors, Nicolas, pourquoi l'album Dangerous n'a jamais eu de version avec bonus alors que Thriller et Bad ont eu droit à ça? Alors, c'est Motola qui avait annulé. Mais ça devait être même un double CD, Dangerous. Alors, pour répondre à Nicolas, c'était prévu d'être un double CD. Et je pense qu'on en passe aussi de la totale. C'était au départ un double CD. Finalement, bon, ça ne s'est pas fait parce que Motola a encore fait chez tout le monde. Après, c'était prévu d'être juste le CD normal. Et alors, on a échappé à ça, heureusement. C'est qu'à la place, à la fin de mettre Dangerous en version normale, ils voulaient mettre le Roger, je sais pas quoi, mix à la con là, de Dance, là, le remix pourri, Roger Dub. Ils voulaient terminer l'album avec un remix en fait de Dangerous. Donc ils ont annulé ça aussi comme idée, et donc ils ont juste remasterisé. Mais au-delà d'un remaster, c'est même carrément un nouveau mix de l'album quand on l'écoute bien. C'est un mix différent parce qu'on a vraiment des petites différences de son. Et donc, ils ont fait que ça. Et donc, c'est pour ça que finalement, la séance de rattrapage s'est un peu faite sur le Ultimate où on a retrouvé quelques outtakes de Dangerous. Ouais, et dont la superbe Monkey Business que moi, j'adore. Monkey Business, ça c'est un des morceaux. Ça part tellement tranquillement, tu vois, et puis tu relances sur. Ah, moi j'adore Monkey Business. Et puis ça joue, c'est organique, t'as des claviers, ça claque. Et tous les adlibs derrière, c'est incroyable. C'est mortel. Ah bah tu vois, il aurait pu remplacer I Can Let Her Get Away par Monkey Business, mais sans problème. Si un jour elle sort un multitrack, Monkey Business, on va se régaler, quoi. Parce que Monkey Business. c'est tellement. Ouais. Alors Melvin, très envie de connaître d'autres inédits de Bill Bottrell. Il a apparemment beaucoup travaillé sur Bad. Bill Bottrell, officiellement, il apparaît sur Victory dans les premiers crédits. Donc oui, toutes les 80, même 90. Même jusqu'à Barrel, encore une fois, il bosse avec Michael. Hein. Donc oui, c'est Bill Bottrell, très gros contributeur. Alors, Flo qui nous dit l'inédit sur la vidéo de Salut les fans est à 14 minutes 13. Ok. Alors, je vais aller vérifier ça. Je vais aller regarder ça. Okay. Parce que là, ça m'intrigue. Salut les fans. Mais très très bonne vidéo de Davy. Hein. Il explique en fait le processus de création de composition de Michael et la vidéo est top. J'ai vu qu'il a mis un commentaire de la fan de Prince qui encore dit ouais mais non c'est pas vrai, Prince était meilleur. Oui. Il y a quelqu'un qui lui a mis. Pour opposer Michael et Prince quoi. Michael, c'est Michael. J'ai bien aimé d'ailleurs la réponse qu'il a faite. Il était aussi carreleur, plombier. Il a tout fait. L'iPhone c'est Prince. Hein. Prince a inventé l'iPhone. Personne n'en parle mais il faut quand même le rappeler. Bah, après moi j'adore Prince. Je suis pas suffisamment en expertise. Mais non, mais là, on blague, mais bon, c'est-à-dire qu'il y a des fans qui entretiennent des guerres qui ont été lancées par des médias, donc aussi qu'ils se. Non, mais à un moment donné, l'un n'empêche pas l'autre, en fait. C'est ça le truc. Oui, bah, exactement. C'est que c'est complètement stérile. Alors, 14 minutes combien, tu m'as dit 13. 14 minutes 13. Alors, regardez ça. 14 minutes 13. Hop. On va mettre le son. Non, 14 minutes 13, j'ai pas de chanson. Ah oui, d'accord. Unnamed instrumental démo 95. Exact. C'était une instru. Non, moi je connaissais pas. J'avais jamais entendu ça. Je revois, ça m'a pas tapé sur la carafe, comme on dit. Ouais, mais parce que c'est de l'instru, c'est peut-être pour ça aussi que ça a pas marqué, mais. Alors, Brian Gregg, Let Me Let Go 2007 pour l'album Seven qui n'a jamais vu le jour. Ah oui, c'est un faux truc ça. Oui, je pense.
moi, je n'y crois pas. Là, le visuel avec une photo de Michael avec un petit effet glitch, là, je me rappelle, c'est pas sorti. Ouais, moi, ça me parle pas du tout, du tout. Écoutez, les amis, je pense qu'on va en rester là. On a fait presque 3 heures de live. C'était encore bien, bien cool de partager tout ça avec vous. Merci à vous tous pour votre participation. On est encore 64 quand même. Hein. Merci beaucoup. Ouais, ça va bien. Bon, je vais chapitrer ça tranquillement demain hein, pour ceux qui regarderont le replay s'ils veulent juste voir la partie débat. Que la partie chill. Richard, merci encore pour les échanges et tout, c'était super cool. Et Mickey, super content de t'avoir accueilli. J'espère que tu reviendras sur la chaîne. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était avec plaisir. Ça fait plaisir. Je vous ai beaucoup écouté aujourd'hui, un peu religieusement. Peut-être que le prochain coup, je parlerai un peu plus. Tu nous as déjà apporté beaucoup d'échanges. Merci. C'est super. Merci à vous. Ouais, moi je me suis bien éclaté. De toute façon, le live inédit, je savais que ça allait faire parler. Et puis, je pense que même un seul live, ça suffira pas. Et sûrement qu'on fera une partie 2, une vraie partie 2 pour. On a des vidéos aussi, hein, les vidéos, faut faire. Hein. Okay. Ouais, c'est sûr, il y aura des choses à dire. Bon, en tout cas, je vous fais de gros bisous à tous. Merci beaucoup. Merci. Et bonsoir à tous. On se dit à très bientôt. Il y a des actus qui arrivent rapidement sur la chaîne. La semaine prochaine, sortie de la vidéo Interstellar 5555, le film des Daft Punk. Wow. J'ai super hâte qu'elle sorte cette vidéo. Et prochaine vidéo sur Michael qui arrive le 9 mars et c'est sur l'album Bad. Donc les vidéos sont déjà disponibles pour les membres de la chaîne. Et voilà, si vous voulez souscrire, c'est avec grand plaisir. Ça me soutient toujours un peu plus. Et puis voilà, les garçons, vous avez peut-être des actus à partager avant de terminer? Moi non, là pas dans l'immédiat. Je joue à la version chinoise, nous la totale, voilà, mais il n'y a pas trop autre chose là pour l'instant. Moi non plus. On observe ce qui se passe au biopic, on attend de voir ce qui se passe. Le biopic. Ok. Et toi, Mickey, on peut te retrouver du coup sur Insta ouais. Mixef Gallagher. Voilà, comme c'est écrit. Mixef Gallagher. Je vous mettrai le lien en description. Voilà. Allez, bisous à tous. Ciao les copains. Salut.